avant de parler de toi et de tout ça, évidemment, mais qu'est-ce que tu peux en dire, sans vouloir te tirer vers du nez, mais qu'est-ce que tu peux en dire à l'heure actuelle, c'est-à-dire, je veux pas, on veut évidemment pas de détails monétaires, mais est-ce que tu connais la durée? Est-ce que, ben écoute, si tu veux le dire, mais non, je te taquine, mais est-ce que tu connais la durée? Est-ce que tu sais le nombre de showings que tu vas avoir, les TV tapings? Qu'est-ce que tu peux nous en dire exactement de l'entente? Ben, présentement, depuis le COVID, Impact font des tapings à chaque mois. Ils tapent plusieurs journées puis ils diffusent ça ensuite. C'est un contrat non exclusif, donc je vais pouvoir encore lutter partout où vous me voyez, au Canada puis aux États-Unis puis dans le reste du monde. Puis c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi, selon moi, Impact est une des meilleures places où lutter présentement, parce que ça me donne la liberté de... Évidemment, j'ai une chaîne Twitch que j'adore, que je voudrais pas m'en passer. Fait que tu peux continuer. Aussi, là. C'est ça. Faire ça, ma chaîne YouTube que je suis en train présentement d'essayer de grandir, voyager, qui est quelque chose que j'aime faire, lutter au Japon, en Europe, c'est toutes des choses que je vais pouvoir continuer à faire sans problème, en toute liberté, même avec Impact. Donc, c'est le meilleur des deux mondes pour moi. Donc, c'est ça les grandes lignes du contrat, en gros, mais c'est une super belle opportunité. Si on veut, peux-tu nous donner l'adresse de ta chaîne Twitch? Si on va régler ça tout de suite, on va envoyer... Twitch.tv/SpeedballBailey en un mot. Je suis @SpeedballBailey sur Twitter ou Instagram aussi, qui est la place où trouver toutes les informations. Merveilleux, c'est envoyé. Et là, ben écoute, Steve, je vais te laisser prendre le relais un petit peu parce que là, moi, écoute, vous autres, vous connaissez, vous êtes deux workers, vous avez travaillé ensemble, évidemment, mais écoute, je te passe le bâton un petit peu. Pendant ce temps-là, moi, je vais plugger les chaînes et les trucs de Mike. Non, premièrement, là, Mike, merci d'être là. Martin, je fais juste un petit correctif. On se connaît, mais on n'a jamais travaillé ensemble. Je suis pas capable de suivre Mike dans un ring de lutte. Là. Okay. Vraiment pas. Même que, la semaine passée, on en parlait justement quand je te dis, j'écoute un cardio de feu, c'est incroyable. Puis Mike, c'est sûrement le seul gars trop humble qui dit, ben non, faut même pas avoir un bon cardio pour faire ce que je fais. J'ai fait comme, voyons donc. Mais, Mike, depuis les 5 dernières années, là, écoute, tu l'entends autant par nous autres, les workers, que les fans, que Mike Bailey était le meilleur lutteur au Canada sur le circuit indie qui n'était pas signé par une grosse fédération. Là, c'est qui le meilleur qui n'est pas signé? Évidemment, c'est une question facile, c'est le tabarnak de team. C'est Mathieu, puis... Mathieu Saint-Jacques, Thomas Dubois, le tabarnak de team. Honnêtement, c'est les prochains. C'est juste une question de temps. Mais depuis que la lutte a recommencé avec la RBS, les matchs qu'ils font sont absolument malades, incroyables, fous. Puis c'est juste une question de temps avant que quelqu'un leur marque. Sans revenir à l'importance là, que tu as avec Impact de pouvoir continuer à voyager et tout ça, les tapings sont aux États-Unis, si je me trompe à Nashville. Pas. Donc là, permis de travail et tout ça, il n'y a pas de problème. En théorie, non. En théorie, non. Puis, écoute, moi, ce que je veux vraiment savoir, là, en feuilletant Internet, j'ai tombé Roderick Strong, Kenny Omega, Adam Cole, Matt Riddle, Keith Lee, Josh Alexander. C'est tous des gars avec qui tu as travaillé. À Impact Wrestling, là, si on te dit, Mike, avec qui tu veux travailler, c'est qui te vient en tête là? Josh Alexander, honnêtement, c'était pas notre premier combat qu'on a eu dimanche. Il y en a eu au moins 3-4 autres. Puis, selon moi, c'est un des meilleurs au monde. Je pense que, étant donné qu'il était à Impact, qui était ancien champion X-Division, qui n'était pas au sommet de la promotion, il vient juste de commencer à vraiment être le visage d'Impact Wrestling. C'est une question de temps avant que le monde reconnaisse que c'est un des meilleurs au monde, puis pouvoir avoir un rematch contre lui à la télévision devant un beaucoup plus grand public qu'à Destiny, ce serait un honneur, mais sinon, il y a tellement de monde. De la X-Division à Impact, il y a Trey Miguel puis Ace Austin qui sont absolument incroyables.
Mais sinon, il y a des places comme PWG présentement aux États-Unis où les lutteurs de la AEW peuvent se faire face aux lutteurs de Impact, New Japan, des meilleures promotions au Mexique, de Ring of Honor et tout ça. Donc, Bandido, qui est l'ancien champion Ring of Honor, qui est peut-être encore champion Ring of Honor. C'est pas clair ce qui se passe, mais en tout cas, Bandido, avec qui j'ai eu un excellent match en Allemagne en début 2020, qui est un match que je tiens à revoir le plus tôt possible. Mais je pourrais te faire une longue liste, honnêtement. Ouais, non, c'est sûr. Puis écoute, tu sais, on en parle souvent, nous, ici, dans le Coréron, c'est que, tu sais, puis c'est pas nécessairement juste à cause de la AEW, mais peut-être que par ricochet, ça a un peu permis de connaître un paquet d'autres promotions. C'est-à-dire que quand la AEW est arrivée, c'est sûr que, bon, un fan veut toujours que les workers puissent travailler le plus possible. Puis ça, ben ça, évidemment, ça a donné une alternative à travailler pour la AI ou peu importe, d'être dans le programme de développement de la AI. Mais, tu sais, toi, tu as travaillé avec beaucoup là, à l'extérieur. Evolve, tu as été en Angleterre aussi. Tout ça, mais, tu sais, qu'est-ce que... Mettons, là, puis là, c'est sûr que tu vas me dire que tu es très de bonne humeur, puis ça, tout est positif, mais mettons, là, 2 semaines, tu sais, qu'est-ce que tu pensais de l'état des choses, du lay of the land, là, si on veut, au niveau de la lutte professionnelle. Tu sais, pendant des années, on n'a pas arrêté de dire, ben, tu sais, Vince, il a acheté la lutte, puis tout ça, mais tu sais, c'est parce que là, ça foisonne, là, de fait de... Puis là, ben, avec l'arrivée de la AEW, avec le backing que Impact a eu, avec, tu sais, le fait que là, il y a beaucoup de possibilités de faire du cross-promotion, comment tu vois ça, là, tu sais, surtout dans le contexte où là, ben, tu vas pouvoir y aller, ce qui n'était pas le cas jusqu'à relativement récemment. Comment tu évalues l'état des choses présentement, mettons, par rapport à il y a peut-être 5 ans, justement, là, où est-ce que AEW n'était pas là, Ring of Honor n'était pas... C'était gros, mais tu sais, ça a pris, avec Sinclair, ça a pris beaucoup d'ampleur aussi. Comment tu évalues ça? Mais je te dirais que Steve va être d'accord avec moi en tant qu'ancien promoteur de lutte, mais la lutte au complet va de mieux en mieux depuis, je te dirais... les années, depuis début 2000, dans le fond, depuis, c'était le fun des années début 90, puis entre 90 puis 2000, je dirais 5, 6, ça a été vraiment difficile. Mais ce qui fait une beaucoup plus grande différence que la AEW sur le monde de la lutte, puis le monde de la lutte indépendant, puis le monde de la lutte au Québec, c'est l'accessibilité au contenu, à quel point ça devient facile d'utiliser Internet, puis de plus en plus facile pour produire du contenu facilement, mettre ça en ligne, faire de la publicité pour ton gala. C'est ça qui change rapidement le monde de la lutte. Puis ça se passe beaucoup plus sur Internet qu'en direct maintenant. Puis une des raisons pourquoi AEW ont autant de succès, c'est qu'ils ont compris ça rapidement, puis ils sont emparés de l'Internet, puis avec plusieurs chaînes YouTube, plusieurs produits sur YouTube, des chaînes Twitch disponibles gratuitement en plus de leur show. C'est ça qui a contribué énormément à leur succès. Mais je suis sûr que Steve, tu te souviens dans le temps comment c'était difficile de faire de la publicité pour un show de lutte. Quand la seule option que tu avais, c'était taquer le poster au poteau de téléphone puis espérer que les autres promoteurs les arrachent pas. Oui, vraiment. Mais là, toi, Mike, là, tu me parles de ça, justement, que la lutte a évolué, tout ça. Ça fait déjà 15 ans que tu fais de la lutte. Je me souviens un peu de toi sur un autre nom à 16 ans qui arrive au Chevalier de Colomb à Valleyfield. Gars. Là, tu as 31 ans. Tu dis quoi à un jeune de 16 ans? Parce que je sais que tu en entraînes des jeunes, puis je sais que c'est des jeunes passionnés, puis il y a du talent là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on dit à un jeune de 16 ans quand qu'à 31 ans, on vient de signer un contrat avec Impact? Il y en a tellement à dire. C'est complexe, mais c'est vraiment regarder autour, puis comprendre ce qui se passe, puis comprendre si quelqu'un a du succès, pourquoi il y a eu le succès, puis regarder autour, puis pas juste décider ce que tu vas faire, mais vraiment analyser. C'est d'analyser tout ce qui se passe autour. Puis c'est pour ça que moi, j'ai eu du succès, parce que j'ai été capable de regarder les lutteurs qui faisaient la même chose que moi, qui me ressemblaient, qui étaient dans des situations semblables à la mienne, puis ce qu'ils faisaient pour réussir. Donc, ce que je devrais faire aussi. L'erreur que le monde font beaucoup, c'est de regarder, admettons, quelqu'un de ma taille, je fais 5 pieds 8. Quand j'ai commencé à lutter, je pesais à peu près 140 livres. J'en pèse maintenant
175 à peu près, mais je pesais 140 livres, j'étais petit. Je pouvais pas regarder, admettons, Hulk Hogan, puis ce qu'il faisait à la télévision, puis ce qui se passait là. Je regardais Triple H qui était au sommet de la lutte dans le temps, puis ça n'aurait jamais été une bonne idée de faire ce qu'il fait puis d'essayer d'émuler quelqu'un comme lui. Mais il y avait du monde comme El Generico dans le temps que je commençais à lutter. J'ai commencé en 2005. En 2006-2007, c'est là qu'il a commencé à sortir. Puis je me disais, ça, c'est quelque chose que je pourrais faire. Ça, c'est quelque chose que je dois suivre. C'est lui qu'il faut que je regarde, puis c'est vraiment quelque chose de plus près que moi. L'erreur que le monde fait, c'est de regarder trop loin, de regarder ailleurs, de regarder au mauvais endroit le monde qui devrait suivre. Ben, hey, moi, dans cette veine-là, justement, Mike, ce que j'ai envie de te demander, je vais te poser la question que je pose tout le temps à nos invités qui viennent du domaine de la lutte ou pas. Ton premier souvenir de lutte, d'en regarder, là, c'est quoi? C'est Kane qui essayait de mettre The Brood en feu à la télévision. Wow. Ouais. En train d'essayer de le mettre en feu, je trouvais ça vraiment malade. J'avais à peu près 7 ans. Puis, immédiatement, moi et mon frère, on a regardé un show de lutte. On a regardé 10 minutes de lutte. Puis après ça, on a débarqué les matelas de nos lits. Puis on s'est mis à se donner des suplexes puis se faire des flips dessus ces matelas. Ça a pris genre 10 minutes. Puis on était embarqués. Moi, lui a arrêté depuis. Il en a fait de la lutte pendant plusieurs années. Mm-hmm. Moi, j'ai jamais arrêté depuis que j'ai 7 ans que j'en fais. Mais ce qu'il faut que je rajoute, Martin, là, c'est que le frère de Mike, il venait travailler comme arbitre à ma fédération. Okay. Et c'était gênant parce que le 3/4 du temps, il était meilleur que les workers dans le ring. Ouais, un talent incroyable. Mais ça y tentait plus, je pense. Là. Non. Mais il y a une job maintenant, il se concentre là-dessus. Mais même encore, je donne des cours à l'école de la IWS à Montréal. Puis mon frère vient souvent faire les entraînements. Puis on fait des combats. Puis c'est toujours un des meilleurs. Puis il y a du monde qui vient. Puis c'est des lutteurs qui travaillent régulièrement, qui luttent à chaque fin de semaine, qui font de l'argent avec la lutte. Puis mon frère, il est là. Puis non, c'est ça. Tu sais, on entend souvent ça aussi, hein, des workers qui ont été arbitres ou qui le sont devenus pour raison X, blessure, peu importe, obligation familiale, whatever. Mais je pense que tu vas être un bon exemple aussi du fait qu'on peut se dire que au départ, c'est une passion. Là, si tu dis que la première fois, tu en as vu 10 minutes après, Matelas, t'es sorti. Moi, c'est ça que je trouve, puis je vais t'emmener là-dessus. C'est une des affaires, c'est une de mes marottes dans le show, de parler de la lutte d'aujourd'hui, sans rien enlever à qui que ce soit, à Impact ou peu importe. Là. Moi, c'est sûr que on a tous un peu le même défaut. On compare tout avec la WWE, que moi, je trouve de plus en plus difficile à regarder, honnêtement, là, puis je suis décroché pas mal. Je trouve justement que je trouve ça intéressant que la AEW ait un genre de working relationship avec Impact, avec New Japan, avec... je trouve que c'est là qu'on s'en va. Puis, toi, t'en es un bon exemple. Quand je parlais de passion tantôt, tes 12, t'es les as payés, là, je veux dire. Tandis que, oui, là, le Performance Center, t'es un worker. Je veux dire, est-ce qu'il y aurait un joueur de baseball qui refuserait d'être drafté par les Yankees? Je pense pas. Sauf que, il en demeure pas moins que là, je regarde les choses se dérouler, puis je veux t'entendre là-dessus. Je trouve ça plus intéressant du côté de AEW et de tout l'aspect cross-promotion dont je parlais tantôt, versus, je me fais déjà présenter, moi, là, le party de vente de billets de Mania qui va avoir lieu en avril prochain. Rien contre les causes caritatives, puis tout ça, mais moi, je veux regarder de la lutte. Là. Je ne sais pas, ce que tu penses de ça. Je te laisse parler après. Je vais te citer Dutch Mantel qui avait dit « Avant, personne ne savait que c'était un work, puis il n'y avait aucune blessure. À Star, tout le monde sait que c'est un work, puis tout le monde est pété en deux. » Tu sais, tu vois là, l'espèce de... Puis le quai est faible là-dedans, puis tout ça, mais qu'est-ce que tu penses justement de ça? Je t'ai emmené là tantôt un petit peu, mais le fan en toi, là, tu sais, est-ce que justement la mouvance et AEW, toutes ces affaires-là, nous ramènent un peu à l'essence même de ce que c'est de la lutte professionnelle? Là? Oui, ce qui est drôle, c'est l'idée que j'entends souvent. Les Canadian Destroyers. Est-ce que tu sais quoi un Canadian Destroyer? Absolument. Martin? J'imagine que oui. Pour ton audience, c'est un marteau pilon, mais en faisant une
culbute vers l'avant. Ça, c'est un move que les Dutch Mantel de ce monde, puis les gars de la vieille école, les têtes de la vieille école, aiment blâmer. Ils en font trop. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'il n'y a pas un meeting de lutteurs, il n'y a pas un group chat où tous les lutteurs, on se parle ensemble et on se dit quel move on va faire trop puis comment on va lutter. Si quelque chose se passe dans la lutte, c'est parce qu'il y a de la demande. Si le style de la lutte a évolué dans une telle direction, c'est parce que c'est ça que le monde voulait voir. Au Japon, puis au Mexique, la lutte est très, très, très différente. Au Japon, le monde suit ça. C'est la culture au Japon, quand tu es fan de quelque chose, tu es un grand fan. Je lutte pour DDT. Au Japon, à chaque show, il y a les mêmes 75-100 personnes qui sont là à chaque show, peu importe à quel bout du Japon que ça se passe. Fait que, ils se portent attention aux histoires. Ils regardent les détails. Si tu regardes un match de lutte japonaise, le public est complètement silencieux. Ils portent attention. Puis là, quand les lutteurs arrêtent, ouais, c'est ça. C'est complètement différent. Tu vas au Mexique. C'est juste, la lutte est en ville, on va aller se saouler puis regarder le show. Fait qu'ils se foutent de ce qui se passe à moins que quelqu'un saute en bas de la troisième corde jusqu'à l'extérieur du ring. Mais les styles ont évolué. Les styles sont différents. Tu regardes le japonais, tu regardes le mexicain, c'est complètement différent parce qu'ils sont adaptés à leur public. C'est un petit peu ça qui se passe. Où est-ce que la WWF fait leur argent? C'est pas avec les fans de lutte, mais c'est en créant des nouveaux fans, c'est en étant en télévision, c'est avec un public peut-être un peu plus jeune que la AEW. Puis, ouais, c'est plus là, c'est plus comment je vais dire ça? Je veux pas dire c'est plus trash parce que c'est pas le bon terme, mais tu sais, non, c'est le contraire. C'est plus familial, non, mais ouais, c'est ça. Gérer, non, mais la AEW, tu sais, t'as des gars qui blade, tu sais, en prime time. T'auras jamais ça à oui. Tu sais, jamais là. Tu sais, je veux dire ça. Mais c'est ça, c'est plus excitant, ça montre un différent aspect de la lutte. C'est moins géré, c'est plus de liberté. Aux lutteurs, c'est moins de personnages, c'est moins de parlage, puis c'est plus de lutte. Puis, tu sais, il y a une place pour les deux. Il faut comprendre que c'est un produit différent. Puis il faut aussi comprendre que si tu n'aimes pas un ou l'autre, c'est pas parce qu'un est moins bon que l'autre. C'est juste que c'est complètement différent. C'est des produits différents. Impact aussi offre un produit différent que AEW, qui est différent que WWE, qui est différent que le produit de New Japan complètement, qui est complètement différent que le produit de CMLL au Mexique, mais il y a toute une raison qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Pendant longtemps, c'était un show de lutte qu'on montrait à la TV. À Star, c'est un show de TV qui a de la lutte dedans. Tu sais, si je parle de la I, puis moi, c'est un peu ça qui me dérange un peu, mais bon, là, chacun ses goûts et tout ça. Vas-y, Steve. Mais là, Mike, parce que je sais que ton temps est restreint, puis encore une fois, merci d'avoir été avec nous autres. Mais ce que je veux savoir, là, tu nous expliques que le Japon a un style de lutte, que le Mexique a un style de lutte. C'est quoi le style de lutte de Mike Bailey, là? Quelqu'un qui va te découvrir là, en allant sur ton site Twitch ou ton YouTube, ou bien qui va te voir dans un gala, puis bientôt dans nos télés. C'est quoi le style de lutte de Mike Bailey? C'est dur à décrire, c'est ça qui est le fun. Je veux que ce soit impressionnant. Je veux faire les choses les plus absurdes possibles en faisant oublier à tout le monde que la lutte, c'est en effet pas un vrai combat. C'est l'aspect dramatique et spectaculaire et impressionnant que je veux vraiment présenter de la lutte. Mon but à moi, en tant que lutteur, c'est vraiment de rendre la lutte accessible. C'est pas magique, c'est pas, y a pas de secret, c'est pas, tout le monde peut en faire, faut juste comprendre tes forces puis réussir à bien les utiliser. Puis n'importe qui, tant qu'il y a de l'effort puis de la passion derrière, peut présenter quelque chose d'excitant en utilisant le médium de la lutte professionnelle. C'est vraiment ça que je veux montrer. Là, vas-y, Steve, excuse-moi. Tu parlais tantôt que tu étais un petit peu inspiré d'El Generico. J'imagine que si c'est pas fait, ça va se faire bientôt, qu'il va y avoir une coupe d'appels puis ou quoi que ce soit. As-tu des nouvelles des boys qui sont déjà aux States? Ben, j'ai eu plein de messages, sans nommer de nom, j'ai eu beaucoup de messages de beaucoup de gens qui m'ont félicité, qui m'ont dit qu'ils étaient contents. Mais
Je suis content, Oui, c'est c'est une ça. maudite bonne nouvelle. Ah oui, absolument, tellement. Écoute, moi aussi, tu sais, puis quand on connaît un petit peu ton histoire, moi, je t'ai connu beaucoup à cause de Steve, parce que, bon, évidemment que, tu sais, dans la dernière année et demie, c'était pas vraiment le bon moment pour aller voir des shows indie non plus, puis j'étais plus dans le mainstream, mais c'est vraiment cool de voir que, tu sais, il y en a d'autres. Il y a d'autres Québécois, tu sais, qui ont ben, entre autres, Steve, je vais te laisser les nommer, on en a parlé la semaine passée ou l'autre d'avant. 2.0. Oui, c'est ça, voilà. Qui était Que NXT, Mike, il qui sont- luttait justement il n'y a pas si longtemps que ça avec Big Sexy. Oui, Big Magic. Big Magic. Ouais, non, Pas c'est Kevin ça. Nash. J'ai pas lutté contre Kevin Nash. J'ai été sur un show avec Kevin Nash à LBS dans le temps, mais j'ai jamais lutté contre Kevin Nash. Non, mais j'ai vu hier toi puis Matt Lee, pas Matt Lee, Keith Lee, le combat. J'ai fait comme genre, écoute, c'est solide là. Ah ouais, moi aussi, Mais quand merci j'ai beaucoup. su, j'ai vu. Ça devait. C'est sûrement cette année avec Jeremy Prophet aussi pour Great North Wrestling. Je pense que Oui, c'était à un Kingston. super bon combat. Oui, absolument, vraiment. Ben, J'ai moi, tellement adoré. j'ai fait le saut quand j'ai vu Prophet parce que les dernières fois que je l'avais vu, ça doit dater de, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans. Tu sais, il a changé de look un petit peu quand même, là. Puis, tu sais, c'en est un autre, ça, probablement, tu sais, pas probablement, mais tu sais, je pense à Harry Smith, je pense à lui, je pense à, tu sais, il y en a plusieurs, là, qu'on leur souhaite, là, Québécois, Canadiens, peu importe, mais tu sais, justement, que les gars, là, au nord de la frontière puissent, qu'ils obtiennent tout ce que ça nécessite de se rendre de l'autre côté puis de travailler. Maintenant, c'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce que tu peux nous dire? As-tu une date de début? J'imagine que tu vas traverser bientôt. Ça va dépendre des dates de taping, là, je présume. Là. Oui. Non, j'ai pas de date. J'ai encore plusieurs shows au Canada, dont en fin de semaine, je m'en vais en Angleterre pour Rev Pro, pour la British J-Cup pour une fin de semaine. La semaine prochaine, je suis à C4 à Ottawa et pour la IWS au MTLUS. J'ai encore beaucoup de shows au Canada de booker jusqu'en décembre, donc vous avez encore beaucoup de chances de me voir avant que je parte, mais même à ça, c'est sûr que je vais pouvoir commencer à prendre des bookings aux États-Unis. J'ai bien hâte, il y a beaucoup de places où j'aimerais lutter là-bas, mais c'est sûr que je vais être de retour au Canada après ça. Donc, ça va être... je vais voir ce qui se passe. Honnêtement, je ne suis pas encore trop certain de comment ça va se dérouler exactement. C'est pas tout qui est arrangé encore, mais je suis vraiment excité. Ben, en tout cas, nous autres, on a été très excités de te recevoir. Merci beaucoup. Short notice comme ça. On se considère bien chanceux, d'autant plus que tout ça s'est fait à la limite, on pourrait dire, dans les dernières heures. Pour ceux qui sont avec nous sur Twitch, assurez-vous d'aller faire un tour sur twitch.tv/Speedball Bailey. Sinon, allez sur sa chaîne YouTube. Je vous ai mis le lien, on ne vous lira pas ça. Steve, je vais te laisser le mot de la fin avec Mike, mais avant, simplement te dire encore une fois un gros merci. On te souhaite tout ce que tu as besoin, et particulièrement de la santé, puis que ça se passe bien quand tu vas te rendre sur les lieux, sur les tapings d'Impact. Et évidemment qu'on va vous faire des comptes rendus. Alors, on va ajouter Impact Wrestling à notre liste d'écoute hebdomadaire. Voilà. Fait que je te laisse le mot de la fin, mon Steve. Ben écoute, le mot de la fin, Martin, Mike, tu vas sûrement te souvenir que la semaine passée, on était ensemble à la Chine, puis que je lâchais pas de dire, voyons, qu'est-ce qu'ils font, les fédérations américaines, ça n'a pas de sens. Je dis, Mike, quand est-ce que tu vas passer? Je me dis, enfin, écoute, mon souhait, il est exaucé, ils t'ont vu, puis ben, ils te connaissaient, puis je suis pas inquiète. Oui. Mais, écoute, je suis vraiment, mais vraiment content. Tu sais, c'est quand il y a un gars de chez nous qui réussit à percer comme ça, puis tu sais, oui, il a le talent, puis il a les efforts, puis tout, mais quand c'est un gars de chez nous, je suis encore plus fier pour vous autres, puis je trouve ça tellement merveilleux. Je te souhaite la meilleure des meilleures chances, contrats avec des extensions. Écoute, je suis tellement content. Lâche pas. Merci beaucoup. Hey, merci Mike, on te laisse aller. Nous autres, les amis, on va faire une très courte pause, puis on vous revient avec le line-up habituel pour cet épisode de la saison 5, épisode 18 du Cœur et Rond. On vous revient tout de suite.
Oui, bien, écoute, quand Marie-Ève m'a parlé du concept de l'émission, il y a tout de suite une histoire qui m'est venue en tête, puis je ne l'ai jamais comme racontée, en partie par honte et en partie parce que c'est quand même assez élevé. Mettons que j'avais un titre là, à donner à mon anecdote, c'est la fois où j'ai été arrêtée à Canada Wonderland parce que j'ai mis en péril la vie de plus de 100 personnes. Mais l'affaire qui m'a vraiment fait le plus peur, c'est dans une autre catégorie avec Lucifer, en fait. Je pourrais dire que c'est avec Satan. Attends là. Puis techniquement, comme le grabbing de la cuisse, ça a fonctionné parce que vous n'êtes pas mort, techniquement. Oui. Mais ce qui aurait été épouvantable, c'est de vivre ça, que la dernière chose que je vis en tant qu'humain, c'est de tenter la cuisse de Mario Grenier. Ça, c'est très triste. Wow, quel gentleman, hein? C'est la première affaire qui me vient en tête. D'ailleurs, c'est exact. C'est des propos que les gens ont tenus aussi dans le chat. Gentleman. Et écoute, il va faire fureur, c'est sûr. Là. Moi, j'ai commencé à regarder de ses combats à cause de toi. Je l'aurais peut-être pas dit en entrevue avec lui, mais parce que c'est gênant. Mais j'ai regardé beaucoup de stock. Puis, tu sais, un espèce de Will Ospreay mélangé avec Matt Sydal. Écoute, puis tu sais, probablement qu'il aimerait peut-être pas se faire comparer. Tu veux être le premier Mike Bailey, là, on s'entend, mais c'est assez époustouflant. Un moveset incroyable. Gamique un peu hors martiaux, hein, les coups de pied rapides, là, tout ça. Là, Mike est ceinture noire, 4e dan, je crois. L'art exact, là, je suis pas sûr si c'est pas du taekwondo ou quelque chose comme ça. Là. Mais c'est vraiment un maître en karaté, ce gars-là. Ouais. Non. Moi, j'ai vu récemment, ce que j'ai vu, c'est comme je vous disais, c'est contre Jeremy Prophet, un autre gars de Montréal d'ailleurs, qui est bien actif, qui est champion canadien en fait là, de Great North Wrestling, la promo de Devin Nicholson. Mais non, c'est vraiment trippant. Puis tu sais, c'est parce que il y a une espèce de caste, là, tu sais, une espèce de stéréotype, je trouve, souvent, tu sais, par rapport, tu sais, comme des gars du format de Generico ou de Sami Zayn, de Mike Bailey, de 2.0, tu sais, tous ces gars-là. Tu sais, au Québec, on a beaucoup de gars qui ont un peu cette high flying, c'est rapide, tu sais, un moveset là, très acrobatique et tout ça. Après ça, ben tu sais, t'as un Frankie, t'as Kevin Steen, tu sais, mais tu sais là, ce qui est cool, c'est que ils vont se ramasser sur sur la même plateforme que les autres dont je t'ai parlé tout à l'heure, Matt Sydal, tous ces gars-là. Ben là, Matt Sydal, ils n'ont pas le même âge, là, mais, parce que ça fait un bout de temps qu'ils roulent, mais fait que ça va être vraiment super intéressant. Puis espérons donc que ça soit le début de quelque chose, tu sais, justement, que là, ben, tu sais, avec la pandémie qui se calme les nerfs, avec, dans le cas de Mike Bailey, que sa situation au niveau visa, puis traverser les lignes, puis tout ça est réglé, ça va être vraiment cool. Ça va être vraiment cool à suivre. Puis regarde, moi, je me cherchais une raison de recommencer à regarder Impact. C'est sûr, je lis les dirt sheets puis tout, mais ça va être intéressant. Ça va, c'est sûr, c'est sûr. Puis, tu sais, Martin, moi, là, ce que je dis souvent, c'est quand tu as un gars d'ici qui passe, qui va de l'autre bord, ben, veut pas, il y a un éclaireur en quelque part qui fait comme hey, ils sont bons, les gars, au Québec. On va checker ça. On va checker ça, le Québec. Puis, tu sais, après ça, quand tu en as un autre gars là, qui est, je vais donner un exemple, supposons, Mike Bailey, qui là, il est à Impact, tout ça, ça va bien, il se bâtit une belle réputation. Ben, ça se peut à un moment donné que quand un Canadien va faire des démarches là-bas, qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui lève le flag et dit à Bailey, hey, tu connais-tu ce gars-là, il est comment? Parce que, tu sais, c'est pas juste il est bon dans le ring. C'est ça, tu sais, c'est pas juste il est-tu bon dans le ring, c'est il est comment dans le vestiaire. C'est un fiable, c'est une pomme pourrite, c'est un gars qui va arriver puis qui va lutter chaud ou whatever, tu sais. Puis des gars comme Mike Bailey, ben écoute, moi là, je le dis encore, j'étais avec la semaine passée dans un vestiaire, le show était à 8h, à 5h moins quart, il était là, jusqu'à 6h, il était dans le ring, il faisait du cardio, il s'étirait comme faux.
Puis après ça, il a passé le reste du temps à, écoute, on monte le match, on fait attention à l'adversaire. Puis, tu sais, non, c'est vraiment un bon exemple à suivre. Puis, c'est un gars qui a un style de lutte bien particulier. Hein. Puis tantôt, là, j'étais franc, là, quand j'ai dit, moi, là, le suivre, Mike Bailey, pas de trouble avec ça. 10 secondes. Ouais, non, ça va vite. Après ça va super vite. Si vous avez la chance, allez voir sur la chaîne de Hannibal TV. C'est un combat qui date du mois d'août passé, qui était un championnat canadien entre, encore une fois, je me répète, mais Jeremy Prophet contre Mike Bailey. Ça va vous donner un bon ordre de grandeur, une bonne idée, là, justement, de son moveset et tout ça. Puis ce qui est cool, là, moi, ça, c'est une affaire que je trouve vraiment trippant. Tu sais, quand tu regardes des combats de ces gars-là, que ça a été à Evolve dans le temps, Ring of Honor, dans un house show sur Internet, ou même à Great North Wrestling, tu sais, toutes ces affaires-là. Moi, ce qui me fait tripper, pour eux autres, pas pour moi, parce que je suis pas un worker, mais, tu sais, ils sont dans un studio un peu de fortune, hein, tu sais, Great North, là, c'est vraiment cool ce qu'il fait, mais, tu sais, il veut imiter un petit peu le studio wrestling, tu sais, ça a l'air d'être une corde, là, tu sais, qui pend, là, de même, puis il a mis les drapeaux, là, même, tu sais, puis je sais pas, là, y a 100 personnes dans la salle, 80. Puis là, il va aller faire des tapings à Impact. Tu sais, que l'adrénaline va être dans le fond, ça va être fou raide. Là, c'est vraiment cool. Moi, je suis super content. Écoute, puis ce gars-là va juste se démarquer par son style de lutte, par son talent, par, premièrement, Mike, les gens, je sais pas s'ils s'en ont aperçu, mais c'est quelqu'un qui s'exprime encore mieux en anglais. C'est quelqu'un qui... Puis ça, je pense, c'est typique des arts martiaux, par exemple. Tu sais, il y a un calme quand il parle, puis... Les gens vont triper dessus à Impact, tant qu'il est bien utilisé. Puis à Impact, je suis pas nerveux qu'il va être bien utilisé. Ouais, ben là, écoute, c'est sûr que, tu sais, moi, ce que j'ai comme impression d'Impact, là, puis c'est pas, je veux pas faire mon têteux parce que Mike, il était là, mais, tu sais, une des affaires qui fait bien mal, je trouve, à la lutte professionnelle, là, surtout dernièrement, depuis toujours, c'est les politicoeries. Tu sais, là, les petits jeux de coulisses là, qui se déroulent backstage, là, tu sais, on a juste à penser aux deux meilleurs politiciens de backstage de l'histoire de la lutte, c'est-à-dire Kevin Nash et Hulk Hogan. Là. Mais, tu sais, là, bien des affaires qui se passent en coulisses. C'est même du côté des EW, si on veut être honnête, tu sais, Cody, Jericho, les Young Bucks, Omega, tu sais, là, ils sont un peu dans le cercle fermé, puis tu sais, tandis que l'impression que j'ai par rapport à Impact, c'est que c'est pas mal moins pire. C'est une place où tout le monde a un break. On essaie d'utiliser tout le monde du roster dans tous les tapings. Un peu la technique Vince Russo, là, justement, là, de booking. Là, tout le monde a son histoire. Tout le monde a une petite histoire et tout ça. Puis ça, moi, fait que, tu sais, justement, tu sais, je veux dire, ça, ça sera pas à cause de la promotion qui va être mis. Qu'il n'y aura pas l'opportunité de shiner, selon moi. Tu signes pas un gars pour lasser dans le locker. Là, surtout un gars comme lui. Exact. Là. Exact. Puis là, moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il nous parlait beaucoup des États-Unis parce qu'enfin, il peut revenir aux États-Unis. Puis il nous a parlé de la PWG. Puis j'ai pas pu m'empêcher de me dire PCO va être là. Donc, on va avoir 2 gars du Québec qui vont être là. Ah ouais. Puis, tu sais, lui, dans le fond, là, tu sais, je veux rien enlever aux promos d'Angleterre, je veux rien enlever à C4, je veux rien enlever à tout ce monde, à tous ces feds-là. Mais tu sais, ça y prend un tremplin, puis là, il va l'avoir. T'sais. Fait que si ça peut mener à une plus grosse gig, un plus gros contrat, plus de cash, plus de, tu sais, là, ben tabarnouche, let's go, tu sais, je veux dire. Oui. Tu sais, une affaire, c'est super important, ça. Tu sais, regarde comme Sami Zayn. Moi, sans joke, là, j'ai trippé bien plus sur El Generico que Sami Zayn, OK? Puis la feud de Kevin Steen contre Generico, moi, c'est encore dans mon top 5 des feuds ever. OK? C'était pas juste des combats incroyables. Tu sentais l'intensité. Tu sentais que tu étais dans une fucking feud. OK? C'était pas une affaire de tu sais, Goldberg qui tape dans les mains du monde à Crown Jewel pendant qu'il s'en va venger l'honneur de son fils. Là. De la style de marde, ça. OK? On va dire les vraies affaires. Là. Fait que là, tu sais,
je ferais pas je ferais pas ma fine bouche, tu sais, si un gars comme lui ou n'importe quel autre worker du Québec se ramasse à AI avec un gros... Tu sais, au moins, si t'es pour être mal utilisé à AI, ben au moins pendant ce temps-là, tu fais du cash. Tu comprends-tu ce que je veux dire? That's it. Fait que, tu sais, moi, tu sais, comme quand je fais la gamique de marde, tu sais, je prends toujours soin de dire au monde, on rit pas du worker, là. C'est le booker qui a dit de faire ça, là. C'est pas lui qui s'est arrivé, hey, si je vais être un vidangeur. Mais non, c'est le booker qui l'a booké à faire ça, là. Il y a eu une équipe au créatif qui est arrivée avec ça, puis qui a donné cette gamique-là. Le lutteur, il y a de l'input, là. Tu sais, on se rappellera de Chili McFrost avec Stone Cold, là, tu sais, puis Ice Dagger, puis des niaiseries. Bon, il a dit fuck you, je ferai pas ça. Mais c'est quand même appelé le fucking Ringmaster, là. Ben oui, mais. Hey, à un moment donné, là, ils ont dit, Chris, tu veux-tu travailler ou pas? Ben, t'es le Ringmaster. Ah ouais, là. Ben, c'est ça, j'en ai à dire. Gars, je vais te donner l'exemple de Duke, de Dumpster Drosy, là, qui était vidangeur. Là. Le gars, là, dans ces années-là, dans les années 90, là, t'as le choix, là, en te faire, je sais pas, au moins 30 000 $ par année, là, en ayant un job au Petro-Canada, puis en faisant de la lutte un peu les fins de semaine, ou bien d'en faire 250 000 en allant faire le vidangeur. Écoute, on y va-tu pour le vidangeur? Tu sais, on le dit souvent, hein, les lutteurs, c'est des compagnies, puis le but d'une compagnie, c'est de faire de l'argent. Ben là, Steve, regarde, on va faire, là, on fait tout à l'envers, là, aujourd'hui, là, parce qu'on a commencé avec l'entrevue, là, on jase de l'entrevue, on fait du millage là-dessus. Mais là, on va s'en aller faire un peu le tour de la planète lutte, comme on le fait généralement au début des épisodes. Fait que, un petit indicatif, on vous revient tout de suite. Bon. Parlant de vidange, écoute, je viens de voir un tweet passé, en tout cas, rapporté par Enzo Amore. Puis Enzo Amore, là, selon lui, là, il s'est fait blackballer par la lutte parce que c'était lui le meilleur. Il faut que tu t'aimes, hein? Faut pas que tu te prennes pour une mousse de nombril. On va se le dire, là. J'y enlève rien. Il était bon sur le mic. C'était pas un mauvais worker. Il était avec Big Cass, que lui ici, sa chaîne a débarqué. Tu sais, tu parles d'opportunité, de rendez-vous manqué, là. Écoute, là, moi, je me rappelle... Moi, j'ai pas revu des pop comme eux autres. Enzo puis Big Cass, j'ai pas revu de pop de même à NXT pour une équipe. Ever. Ben non, c'est un des gars qui avait un super bon charisme. Moi, Enzo Amore, là, depuis 2 ans, je pense, j'ai écouté une série sur Netflix. La série s'appelle Tiger King. C'est Joe Exotic. Moi, on dit que je trouve qu'il est pareil comme ce gars-là. Il a la même peigneur. J'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai, il fait penser l'espèce d'illumination des yeux, là. Puis là, tu vois, je suis en train de regarder une photo de lui, là, justement, là. Mais... il est pareil. Non, c'est ça. Mais, tu sais, il faut vraiment pas qu'il se prenne pour un 7-up flat. Tu sais, c'est un maudit fait. Ce gars-là, moi, je me rappelle quand il avait été voir un combat entre Mayweather puis... Je me rappelle plus c'était qui ça peut être Canelo Alvarez ou ça fait un petit bout de temps de ça quand même. Là. Ouais, il avait publié c'était pas contre... McGregor. C'est ça, je m'en allais dire. Ça aurait pu être contre Conor McGregor. Il avait publié sa facture de billets 10 000 $. Puis il avait dit ça, c'est de l'investissement. Puis Kevin Owen avait... tweeté tout de suite en dessous, avait commenté en posant un paquet de bœuf haché à 4 $, puis il avait dit ça, c'est un vrai investissement. Moi, je l'aime, Kevin. Mais non, mais c'est parce que là, je t'explique ce que je pense, mon interprétation de la gamique d'Enzo Amore, OK? Il arrive à NXT, la patente, ça lève au bout de Big Cass puis lui, le nain de jardin avec le gars de 7 pieds, tout est bien beau, tout est correct. Là, ils se font caller up, puis là, ben, ils décident qu'ils vont donner un solo push à Big Cass parce que Vince, il les aime gros, on sait l'histoire. Puis là, finalement, sa blonde, c'était Carmella. Puis là, ben, il n'a pas été fait avec. Dépression, whatever. OK? Jusque-là, ça s'explique. La maladie mentale, c'est pas des affaires avec lesquelles j'ai envie de faire des jokes. Il sort,
Puis là, ben, je sais plus ce qu'il est rendu, mais ça n'a pas l'air d'être des gros chars. Mais en tout cas, on lui souhaite bonne chance. Enzo, lui, il a son push en solo aussi. On se rappelle, ça correspond avec les débuts de 205. Enzo, il est parfait pour ça. Chicken shit heel, bon sur le mic. Il fit le bill. Là, il est correct. Là. Sauf que là, lui, là, ce qu'il a décidé de faire, on le sait tout, là. Kobe Bryant aussi, il disait « Je travaille plus fort que tout le monde, c'est moi le meilleur. » Ouais. Mais Enzo, il a essayé d'amener ça une coche en haut de ça. C'est-à-dire que c'est pas une gimmick, c'est ma vie. Là. Comme on dit, Ric Flair était Ric Flair 24/7. Oh, mais c'était un autre era de la lutte, ça, là. C'était vrai. La limousine était vraiment Ric Flair. Il y avait vraiment un chauffeur pour vrai pour lui. C'était pas la NWA qui payait ça, là. C'est lui qui payait, là. OK? C'est un hostie de malade. Sauf que, tu vois, Enzo, lui, a essayé d'amener ça Inception Level plus 2, là. Tu sais, moi, je suis de même en me levant le matin. Puis là, bien évidemment, il y a eu des allégations aussi que, tu sais, il n'a pas été très fin, très gentil avec des demoiselles. Il n'y a pas eu d'accusation. Le dossier est mort, puis tout ça. Puis là, ben ça a fait en sorte, évidemment, que la I a cessé d'être impliqué avec lui. Là, après ça, il a décidé de se lancer dans une carrière de rapper. On voit ce que ça a donné parce que, en fait, pourquoi on parle de ce tweet-là et de ce tweet-là, c'est parce que il vient de signer avec la MLW. Fait que la MLW, tu sais, là, ils sont allés chercher Enzo Amore, il y a Harry Smith qui est là, il y a le fils de Haku, j'oublie son nom. Jacob Fatu. Bon, voilà. Il y a Tahiri qui est là, qui est d'ailleurs champion en ce moment de la MLW. J'ai JBL dans la tête, mais le meilleur heel de la lutte en ce moment, là, j'oublie ses initiales. Là. C'est MJF. MJF. Bon, MJF a été à MLW. Tu sais, c'est une bonne petite fête qui appartient d'ailleurs à un ancien writer de la WWE. C'est Scott Bauer qui a ça. Un gars qui fait bien des podcasts et des choses comme ça. Puis il y a une fête de lutte aussi. Fait qu'on va suivre ça, c'est sûr. Juste pas. Moi, je vais suivre la MLW. J'aurais plus de temps. Là. Ma vie est finie. Parce que là, il va falloir que j'écoute Impact. Puis il va falloir que je regarde un peu de MLW. Parce que là, écoute, moi, on va aller voir ce qu'il va faire comme meilleur lutteur au monde. J'ai hâte de voir. Ben, tu vois, c'est ça qui arrive. MLW, là, c'est que Enzo Amore a tellement une grande gueule qu'il va emmener du monde. Parce que, tu sais, malheureusement, là, si on prend l'average total, là, on pourrait même pas le faire sur le Bret Hart-O-Meter parce qu'il n'y a pas de négatif là-dedans. mais Enzo, c'est un gars... C'est l'exemple même d'un gars qui, le talent au micro, l'a amené là. Ben oui, c'est exactement. Puis tu sais, là, ça va arriver que ça va être... On pourrait dire que dans certains cas, c'est tout ce que ça aura pris pour certaines personnes. Tu sais, je veux dire, il y en a des workers qui n'ont jamais eu besoin d'être des grands workers pour avoir une carrière. Tu sais, regarde, là, à la fin de sa carrière, là, Roddy Piper, ben, tu sais, je veux dire, c'était pas cool, là, mais tu sais, il a quand même fait des main events de pay-per-view à WCW avec Hogan. Pourquoi, tu penses? C'était pas parce qu'il était bon pour faire des drop to hold, là. Ah ben non, il était capable de vendre un match avec sa gueule. Ben voilà, c'est ça. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent en savoir un peu plus sur le MLW, je vous mets le lien dans le chat. Sauf que Enzo va être le vent qui t'amène une petite odeur, là, mais à un moment donné, il passe ce vent-là. Piper t'a donné le goût d'y retourner semaine après semaine. Oui, absolument. Ça va être une espèce de fear of missing out mélangé avec, je sais pas... la curiosité de regarder un crash d'auto, mettons, là, ça va être un peu ça. Mais en tout cas, je ne souhaite pas de malheur non plus. Tout le monde a le droit de travailler, mais bon, voilà. Puis là, ben écoute, Steve, moi, je me suis renseigné un petit peu plus sur ce qui s'est passé backstage avec Charlotte. Parce que tu te rappelles, on en a parlé il y a quelques semaines, on disait ça a l'air que l'entourage de Charlotte lui suggère de sacrer son camp, blablabla. Ouais. Il y en a qui se posaient la question aussi si elle était pour aller backstage à AEW parce que son chum était là. On sait que son chum, c'est Andrade, puis patati patata. Ben écoute bien ça. L'histoire, c'est la suivante. C'est un triangle amoureux qui s'est passé. C'est une joke, là, c'est pas un triangle amoureux. C'est Sonya Deville, Becky Lynch, puis elle. Il y a un segment parce qu'on sait qu'au draft, ils ont switché de brand. Fait qu'il fallait qu'ils fassent un échange de ceinture.
tout était relativement stagé. Tout était setupé pour ce qui était pour se passer dans le ring, mais il y a plein d'affaires qui sont passées qui ne devaient pas. Il y en a une des deux qui a laissé tomber la ceinture à terre. C'était pas supposé de se passer comme ça parce qu'on le sait tous que Vince veut que personne ne manque de respect envers les. On dit plus les ceintures, on dit les titres. Voilà. Puis, fait que ce que ça a fait, c'est que ça a donné lieu à une échauffourée qui n'a pas eu de. Il n'y a pas eu de ça n'a pas devenu physique, mais à Gorilla Position après le spot. Fait que Sonya Deville était fâchée parce qu'elle a dit à Charlotte Flair qu'elle l'avait passé, fait passer pour Nounoun. Pas ça, mais belittle, tu sais, mal paraître. Voilà, elle avait fait mal paraître. Becky Lynch, elle était en maudit après Charlotte parce qu'elle n'était pas supposée de dropper la ceinture à terre. En tout cas, fait que ça a l'air que... Puis tout ça, tout devant Vince, là. Parce que Vince, lui, il était à Gorilla avec son casque, là, puis il dit au monde quoi faire, là, il était avec Triple H, puis tout, là. Fait que c'est ça l'histoire, en fait, de cette échauffourée-là. C'est un shoot, là, c'est pas storyline pantoute. Sonya Deville aurait d'ailleurs suggéré à Charlotte de step outside. Puis pour ceux qui ne savent pas, Sonya Deville, elle aurait fait des pretzels avec Charlotte parce que c'est une vraie fighter de MMA, la fille, là. Fait que, en tout cas, regarde, moi, là, je le sais pas, OK? Mais moi, j'ai pour mon dire, là, que c'est quand ça va pas super bien qu'il se passe des affaires de même. Parce que quand ça va bien, là, il n'y en a pas de chicane backstage, là. Écoute, Charlotte, il y a quelques semaines, oui, c'est vrai que la fille n'est pas une worker écœurante, là. Mais Nia Jax et Charlotte sont tapés sa gueule dans le ring. Ah ouais? Ah oui, Nia Jax, moi, je pense que ça là-dedans, Martin, là, ce qu'il faut que tu retiennes là-dedans, c'est que si on lutte ensemble, moi et toi, là, à un moment donné, ça se peut que tu me stiffes un peu, mais vu que t'es mon chum, ça va passer, surtout que tu vas t'excuser. Mais remarque que c'est tout le temps avec Charlotte ces temps-ci. Ben oui, mais ça c'est ça. Plus. Puis là, si on est franc, là, ben on en a parlé, mais on va continuer parce que Charlotte, là, c'est toute une worker. Là. Moi, j'y enlève absolument rien. C'est la meilleure worker féminine à la WWE en ce moment. C'est clair. Puis, même que je vais te pousser ça plus loin que la WWE, je crois que Charlotte Flair, c'est la meilleure worker féminine présentement au monde. Ah ouais, hein? Puis c'est qui que tu penses qui va la remplacer? C'est qui pousse le plus? Hey, comment qu'elle s'appelle, la fille avec la longue couette? C'est Bianca Belair? Et voilà, c'est ça, je m'en allais te dire. C'est Bianca Belair. Parce que moi, je pense qu'elle... Tu sais, OK. Il y a eu l'era où est-ce que, tu sais, la meilleure, c'était Madusa ou Alundra Blaze. Là. On peut dire que c'était elle. Elle était vraiment dans une classe à part. Vraiment, là. OK? Après ça, est arrivé, bon, ça a commencé à se replacer un petit peu. Fait que, tu sais, je te parle de l'époque où, je dis pas qu'elle était meilleure, mais je te parle de l'époque des Trailblazers un peu. Tu sais, Trish Stratus, tu sais, tout ça. Puis, selon moi, dans ce temps-là, la meilleure, c'était Lita. OK? Oui. Bon. Après ça, là, tu arrives avec les Four Horsewomen, donc Charlotte, Bayley, Sasha Banks, puis Becky Lynch. Ben là, tout ça, là, mettez tout ça en arrière. Là. La nouvelle manière, les nouvelles femmes workers extraordinaires, c'est Bianca Belair. Tu sais, scholarship dans tous les sports. Elle vient du Tennessee. Athlétisme, écoute, le javelot, saut à la perche, n'importe quoi. On t'emmène dans notre école, ne coûtera pas une scène, free ride, tu vas aller étudier, le kit. Elle est athlétique, c'est la fille lutteuse la plus athlétique que j'ai vue. Je veux pas dire musclée, je veux pas dire China, c'est pas ça que je veux dire. Elle est construite pour être une championne de lutte, la fille, là. Puis là, tu sais, Charlotte, elle ne rajeunit pas. Peut-être qu'elle va vouloir des enfants à un moment donné. Là, son père, il est pas à AI. Son chum, il est à AEW. Là, elle fait de la merde parce que là, elle veut toujours bien paraître. Puis elle a toujours la chienne que ça soit un peu complotiste ses bords dans le sens que, ben, c'est ça. Fait que, regarde, moi, je te dis que le temps est compté. Moi, je dis que dans celles qui vont quitter là, à court terme, là, moi, je pense qu'il y a Charlotte. Puis je pense que Nia Jax, c'est fini. Ben, je pense que oui, Nia Jax. C'est fini. Je veux pas être méchant. La seule chose qui pourrait la retenir là, présentement, là, puis tu sais, je connais pas
ce qui peut se faire à l'interne, la petite politicaillerie. Mais avant de trop la faire suer, cette fille-là, je suis persuadé qu'il y a un appel qui va se faire de son cousin. Puis il pourrait peut-être y arranger quelque chose. Ah, peut-être. Ouais, c'est sûr que, là, que si The Rock se met là-dedans, c'est clair que. Ouais. Mais tu sais, quand tu veux pour ton WrestleMania, moi, j'aime bien ça que ma cousine soit heureuse. Ouais, non, c'est ça. On verra bien. Mais tu sais, là, j'ai nommé plein de workers. Là, je veux pas en oublier non plus. Là, dans les Trailblazers, il y a des Natalia, des Mickie James. Il y en a un paquet. Là, c'est pas parce que je les ai pas toutes nommées que j'ai pas de respect pour elles. Mais moi, je pense que là, l'époque où on est. Tu sais, il y en a dans les autres feds aussi, là, des workers. Puis l'autre que je me demande bien où ça va aboutir, c'est Tessa Blanchard. Parce que, écoute, c'est la meilleure lutteuse qui n'est pas dans une fed majeure. Ça, c'est sûr. Puis ça a l'air que c'est juste à cause de son attitude. Mais Martin, avant là, de l'oublier, là, parce que là, pendant que je t'écoutais parler, là, je faisais une recherche, là. Puis, tu sais, on parle de Bianca Belair, mais moi, là, il y en a une autre que Charlotte, je fais attention parce qu'elle aussi, elle va venir me chercher, ce sera pas long. C'est Rhea Ripley. Ben oui, c'est sûr. Écoute, c'est tellement maintenant là, puis je veux pas offenser personne, là. C'est plus des popounes, c'est des athlètes. Ah ouais, il n'y a pas de doute là-dessus. Aucun doute. Ça, c'est clair. Puis, tu sais, Rhea Ripley aussi, c'est la même affaire que pour Bianca Belair. Pour moi, c'est les nouvelles femmes lutteurs, c'est ça. Tu sais, c'est des filles qui benchent 350. Là. C'est ça. Là. Je dis pas que Charlotte n'est pas capable, mais en tout cas, je gagerais plus sur Bianca puis Rhea. Fait qu'on verra bien. Puis, tu sais, moi pour vrai, j'aime ça. Je déteste pas la lutte féminine. Ça me parle moins. Pour des raisons que j'ai déjà expliquées, puis c'est pas de la misogynie, sauf que c'est ça, tu sais, out with the old, in with the new, puis là, je pense qu'on est rendu là, puis je m'excuse, mais Becky Lynch, c'est plus la worker que ça a déjà été. Puis depuis qu'ils ont changé sa gamique, puis que c'est plus de man, puis tout, puis que, tu sais, je sais pas qu'est-ce que ça va. Ça va-tu prendre un heel turn? Ça va-tu prendre je sais pas quoi? Mais, tu sais, elle n'est pas sur le plateau qu'elle était avant son départ. Puis écoute, son départ, c'était pas un caprice, là. Elle a fondé une famille, là. Tout à fait legit. Sauf que, tu sais, ben, c'est ça. Ça fait partie des, tu sais, loin des yeux, loin du cœur. Puis moi, je trouve qu'elle a été ultra méga, les deux. Moi, je trouve que c'est une des plus grosses erreurs de booking de 2021 de faire revenir Becky Lynch, faire gagner la ceinture en 18 secondes contre Bianca Belair, puis faire passer Bianca Belair pour un maillet. Ça, ils ont juste fait ça parce que à AEW, il y avait des gens qui arrivaient là, il y avait des Daniel Bryan puis tout. Puis ils se sont dit, eux autres, ben là, SummerSlam, on va donner un cadeau au monde. Mais ça a été du mal booking total. Là, elle n'aurait pas dû revenir tout de suite. Non, effectivement. Puis, écoute, j'ai hâte de voir. Puis là, on va conclure ce petit segment-là parce qu'on a d'autres affaires qui s'en viennent. Mais écoute, j'ai écouté, je ne sais pas si tu as écouté ça, j'ai trouvé ça pas mal intéressant pour une raison. J'ai écouté le dernier épisode de la saison, bien sûr, de Dark Side of the Ring qui parle des tribulations de Vince McMahon dans son procès au fédéral, aux États-Unis, avec le FBI, tout ça pour trafic de stéroïdes. Oui, exact. Puis, il se passe quelque chose dans cet épisode-là, les amis, que j'aurais pas pensé voir de toute ma vie. C'est qu'on fait connaissance officiellement avec l'avocat de la WWE depuis cette époque-là, Jerry McDevitt, qui est dans le cercle fermé de Vince McMahon depuis cette époque-là. Et j'ai trouvé ça pas mal intéressant bon, je vais vous laisser l'écouter, vous ferez votre idée. Je ne veux pas divulgacher non plus pour ceux qui ne l'auraient pas écouté encore. Mais il n'y a pas de punch, anyway, vous savez l'histoire. Mais je trouve ça bien, bien intéressant parce que comme Dark Side of the Ring le fait toujours, c'est vraiment très, mais très, très bien fait, de un. Puis de deux, ben c'est ça, ils ont sorti McDevitt alors que c'est un personnage, c'est un peu comme Kevin Dunn, c'est la même affaire. Kevin Dunn, c'est le gars en charge de la réalisation de tous les shows et de tous les pay-per-view. Okay? C'est un gars qui est là depuis plus de 20 ans avec son père, travaillait avec le père de Vince. Et c'est un arriéré de la lutte. Je vous raconte vite fait, à un moment donné, Kevin Dunn, quand ils sont allés chercher Mick Foley, il y avait eu, bien sûr, Mankind, il y avait eu Dude Love et tout ça. Puis là, ils disent, hey, on devrait ramener Cactus Jack.
Puis Cactus Jack, on se souvient qu'il avait été très proéminent à WCW, oui, mais à la ECW aussi. Et c'est un gars de New York, hein, fait qu'il a un gros following à New York. Puis Kevin Dunn voulait pas qu'il fasse son retour à New York parce qu'il pensait que personne ne le reconnaîtrait. Cactus Jack, là. Un gars avec un cult following, là. Tu sais, Kevin Dunn, c'est le gars qui haït le monde qui ont des accents. Tu sais, c'est un accent du Sud, c'est un accent anglais, c'est un accent écossais, tout ça, il n'aime pas ça. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de propos très élogieux à l'endroit de Kevin Dunn, dont, entre autres, Jim Cornette, bien sûr, mon préféré d'entre tous, avec qui je ne suis pas toujours d'accord, mais hostie qui est entertainant. Fait que, écoute, Steve, on va faire une petite pause, nous autres, puis on va revenir avec, là, comme je vous le disais, ça va être une édition du Coréron un petit peu écourtée, puis un petit peu bric-à-brac, parce que, écoute, on a une super visite en ouverture de show avec Mike Bailey. Fait que on va faire une petite pause, puis là, ça va être notre top 5 des WrestleMania, mais à partir de 20 jusqu'à 37. Et on va vous raconter ça parce qu'on n'a pas trouvé ça facile. Alors voilà. Fait que courte pause, les amis, puis on vous revient tout de suite après ces quelques mots. Les casseurs, ils les dénoncent. Les charlatans, ils les pourfendent. Les mythes, ils les brisent. Les tabous, ils les enculent. Ben oui, le Crachoir, c'est en exclusivité sur Radio H2O tous les dimanches à 20h et disponible par la suite sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher Android. Maintenant, un brin d'histoire rapide. WrestleMania 20, en fait, a eu lieu le 14 mars 2004. C'était à New York, évidemment. J'essaie de me rappeler de mémoire. Me semble que c'était Non, c'est pas vrai. Erreur, c'est pas celui-là. Je pense que c'était avant. Le fameux WrestleMania, là, où est-ce qu'il revenait, puis il y avait des segments de... Tu sais, qu'on voyait Booker T en Samuel Jackson, puis tout ça. J'essaie de me souvenir, parce qu'il me semble que c'était à LA cette année-là. C'est WrestleMania 2000, c'est ça. Tu cherches quoi exactement, Martin? Non, je me posais la question. Non, c'est parce que dans ma tête, par erreur, c'était une erreur. C'était WrestleMania 2000 qui était à Anaheim, en Californie, et qu'il avait mentionné là, que c'était à thématique très Hollywood. Puis il y avait des segments de Triple H faisait Braveheart, Booker T faisait Samuel Jackson dans Pulp Fiction et tout ça. Puis je pensais que c'était WrestleMania 20, mais c'est pas vrai. WrestleMania 20, c'était à New York. Le 14 mars 2004 et WrestleMania 37, qui est le dernier, ça a eu lieu sur 2 jours, bien sûr, pandémie oblige, à Tampa, en Floride, les 10 et 11 avril dernier. Pour ce qui est pour ceux que ça intéresserait, WrestleMania 38 sera à Arlington, au Texas, au AT&T Stadium. Et là, cherchez pas pourquoi c'est au AT&T Stadium. C'est parce que c'est le seul WrestleMania qui avait eu plus de monde suivant le 3, qui était 93 173, si je me rappelle bien. Je vais aller voir juste pour voir si je suis si mauvais. C'est ça. Je suis un vrai Chris de geek. C'est exactement ça. Il y avait 93 173. Et ceux qui pensent que j'avais le chiffre dans ma face sur Wikipédia, non. Mais c'est ça. C'était WrestleMania 32 qui était à Arlington, au Texas. Il y avait eu 101 763 personnes. C'est sûr que pour le premier WrestleMania, pas de mesures sanitaires, que Vince était pour garrocher, c'est sûr qu'il va battre 101 763 parce qu'il va assez donner de billets pour le battre. Je vous le dis tout de suite, là. C'est sûr. C'est sûr. Voilà. Fait que là, mon cher Steve, c'est le top 5 de nos WrestleMania passés 20. Et comme on disait avant de s'exécuter, il n'y a plus rien qui était là pour la première fois. T'sais, de 0 à 20, il s'est passé plein de premières. Première fois qu'on va au Canada, première fois que ci, première fois que ça. Mais là, quand tu passes de 20 à 37, tout a été pas mal fait. T'sais. Ils n'ont pas inventé de nouveaux styles de match. Oui, ils ont inventé quelque chose de nouveau un peu, Martin. Ils ont inventé le fameux WrestleMania Moment.
Moi, là, c'est là-dessus que je me suis basé parce que pour vrai, il n'y a pas nécessairement de WrestleMania qui m'ont fait faire wow, à part un, puis je vais vous en parler tantôt. Mais il y a quelque chose, par exemple, que je suis vraiment content. Je vais me faire scooper, c'est sûr, mais c'est à mon tour à commencer. Ben non, c'est ça. Puis moi, tu vas voir, Steve, je suis pas comme toi, je braillerai pas quand tu nommes les miens, OK? Comme mon père disait, grand veau. Fait que, on commence ça. Number 5. Je vais pour l'année 2014, WrestleMania 30. Puis c'était pas un grand WrestleMania, mais plusieurs parlent encore de ce WrestleMania-là. Parce qu'en fait, c'est l'événement proprement dit que les gens se souviennent. C'est ce qui s'est passé pendant l'événement. C'est la fin de la streak de l'Undertaker. Ouais, mais il y a autre chose aussi qui s'est passé là. Ben oui, il y a d'autres choses. On a eu le couronnement de Daniel Bryan comme champion. Puis on a eu John Cena avec Bray Wyatt qui nous avait fait un super bon match. OK. Ce sont toutes d'excellentes raisons. Alors, ouais, OK. Ouais, 30, c'est bon. C'est un très bon choix. Moi, écoute, mon numéro, en fait, ben, moi c'est mêlant parce que c'est un peu la même affaire que toi, parce qu'on va dévoiler quelque chose, là. Mais on a trouvé ça dur parce que, justement, à cause de ce que Steve a dit, c'est que là, on dirait que c'est plus facile de choisir nos Mania préférés de 20 à 37 en fonction des combats qu'il y a eu ou des moments importants. Pas, il était 93 000, aussi, comme je disais tout à l'heure, que c'était pas la première fois au Canada. Il y a, tu sais, des vedettes qui participent, tu sais, toutes ces affaires-là. Fait que, non, moi, je trouve que ça rend ça très difficile. Moi, je vais y aller de la même manière, OK? J'ai pas de raison grandiose, c'est vraiment à cause de mes goûts personnels. Moi, mon numéro 5, je vais y aller avec... bon, je vais-tu le faire de même? Ou si je vais le faire de même? Écoute, mon numéro 5, ça va être WrestleMania. Je pensais jamais de nommer un Mania qui se déroulait sur 2 jours, mais je vais y aller avec Mania 36. Mania 36, ça a été le premier Mania, pandémique, on va dire ça comme ça, right? Qui avait fait, bon, on se souviendra, là, tu sais, il avait booké le Pirate des Caraïbes, puis là, ben, il y a eu des mesures sanitaires, puis là, il a fallu qu'ils surveillent un 17, tout ça. Et je vais le nommer pour 2 raisons. La première, la plus importante à mes yeux, c'est parce que je trouve ça dommage, mais je trouve ça cool aussi que Drew McIntyre ait gagné la ceinture. Okay? Ça, je trouve ça cool parce que moi, je suis un fan fini d'histoire de rédemption. Et, tu sais, Drew McIntyre, pour moi, c'est une histoire vraiment de rédemption. Il est arrivé au top de Chosen One par Vince McMahon. Il s'est fait traîner dans la boîte. Il s'est ramassé avec 3MB. Il y a eu des problèmes matrimoniaux chez eux. Il s'est fait sacrer dehors. Il a reparti à zéro. Il a repayé ses 12 une deuxième fucking fois. Puis là, il se ramasse à Mania, il revient, ils vont le rechercher, toute la patente, pendant une fin de semaine. En plus, quand il est revenu à Drew McIntyre, c'est une fin de semaine de fou. Il me semble que c'est la même fin de semaine que les Hardy Boys aussi étaient revenus, tu sais, puis tout ça. Fait que, moi, puis ça, c'est la raison principale. La deuxième raison de mon choix de Mania 36, c'est Taker, AJ Styles. Tu sais, le Taker qui s'en va dans le sunset sur son bicycle, les druides sur le top du garage. Comment je te dirais? Je suis un peu anti ça, mais c'était tellement bien fait. Je me rappelle, on regardait Mania en watch-along avec les patrons et on était... Tu sais, ça a vraiment... Tu sais, la production visuelle, il faut lui donner ça à WWE. Tu sais, NBC les accote pas. T'sais, c'est les meilleurs. Là, ils devraient engager à WWE pour faire les segments de pré-match du Super Bowl. Ça serait meilleur. Puis c'est bon en crise, la NFL. NFL Films, là, c'est écœurant, qu'est-ce qu'ils font? Ben, si tu pourrais me faire avoir envie de regarder un combat entre Jinder Mahal puis n'importe qui, juste avec le justifié de film. Fait que moi, mon numéro 5, c'est WrestleMania 36. Maintenant, mon cher Steve, Number 4. Numéro 4, je vais avec WrestleMania 24 et j'explique. À WrestleMania 24, on a Shawn Michaels contre Ric Flair.
juste pour ce moment-là, là, j'ai pas le choix de mettre ce WrestleMania-là dans mon top 5. À mes yeux, ce sont les 2 meilleurs lutteurs qu'il y a jamais eu. Flair, ça a été le meilleur des années 70-80, alors que Shawn a été le meilleur des années 90, selon moi. La finale de ce gala-là, par exemple, Martin, il opposait l'Undertaker à Edge. Undertaker gagne. Pendant la célébration de l'Undertaker, Vince, il veut des pétards. Il y a un pétard qui a explosé dans le monde, 45 blessés. Ça, c'est un esti de bon Mania, ça. Ouais, mais fait intéressant, c'est la première fois de mémoire. Puis là, corrige-moi, ou bien que les gens qui nous suivent sur Twitch qui me corrigent, faisait la première fois que c'est survenu, puis c'est jamais arrivé après. La veille de ce WrestleMania-là, Ric Flair, il était intronisé au Temple de la Renommée, puis le lendemain, il a lutté. Ah oui, absolument. Ben, c'était tout planifié de même. Et Ric Flair. Oui, absolument. Ben, Ric Flair, c'est Ric Flair, comme on dit toujours. Mais il y a il y a une autre raison pour laquelle je pense que c'est intéressant, ce Mania-là. Je trouve que c'est un excellent choix. Là. Je ne veux pas te voler ton choix. Là. Je vais avoir le mien, moi aussi, mon numéro 4. Mais c'est parce que le Citrus Bowl où ça avait lieu, c'est laid que le Christ, cette place-là. C'est vraiment laid. Là. C'est vraiment pas... même, il me semble qu'au départ, c'était pas nécessairement supposé d'être là, ou en tout cas, il y a eu toutes sortes de problématiques pour booker un endroit, puis tout. Puis là, tout le monde se demandait, le Citrus Bowl. Puis écoute, c'est de toute fucking beauté. Je sais pas si tu te rappelles. Moi, c'est des affaires qui m'impressionnent le plus de Mania, c'est les décors, là, le set. Là. Puis ça, c'est un des beaux que j'ai vus. Tu sais, il y avait des palmiers au-dessus des affaires. Il y avait. Ça avait l'air vraiment comme d'une ville. Écoute, le set, là, où c'est que les workers ils sortaient, là, Gorilla, puis tout. C'était magique, c'était de toute beauté. Puis il y a une autre raison pourquoi tu devrais mettre ça là, parce que selon moi, c'est un des meilleurs matchs qu'il y a eu avec une célébrité. Puis c'est Floyd Mayweather qui se pogne avec le Big Show. C'était vraiment... écoute, c'était pas le meilleur Mania, mais il y a eu des affaires qui te font dire après que hey, je viens de regarder WrestleMania. Tu sais, c'est exactement ça. Puis, tu as tout à fait raison. Ben, écoute, moi, mon numéro 4, en fait, c'est WrestleMania 30, mais c'est pas nécessairement pour les mêmes raisons que toi. Moi, c'est parce que, écoute, je me souviens pas d'avoir vu un plus gros pop à Mania que quand Daniel Bryan a gagné. Puis l'autre affaire, ben, c'était à New Orleans. Puis moi, New Orleans, c'est une de mes villes préférées sur la Terre. J'y étais. J'ai passé 18 jours là. J'ai vraiment aimé. 12 jours là. J'ai vraiment adoré cette ville-là. Moi, quand je suis allé, par exemple, c'était avant Katrina. Mais, puis tu sais, ça, c'est des genres de pop. On voit plus ça. On voit plus ça, des pop comme ça. T'sais, on voit plus ça, des pop absolument hallucinants comme ça. Là. C'est juste que c'était vrai, puis c'était ressenti. Ben, on l'écoutait dans le salon chez nous, puis on était contents. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est une des meilleures storylines, je te dirais, de la WWE, j'ai envie de dire, des 15 dernières années, ça. T'es un B-player. Tu sais, là, puis tout ça, là. Ouais, c'est ça. Fait que, moi, en tout cas, c'est des affaires qu'on ne voit plus. Tu sais, c'est des moments qui te font te réconcilier avec la WWE, ça. Puis il n'y en a plus. C'est ça l'affaire. Il n'y en a plus des moments comme ça. Il n'y a personne, il n'y a pas de storyline. Il n'y a pas de storyline ni d'angle qui suscite ça. Ils ont des assez bons workers pour le faire, là. Mais il n'y a plus de construction de storyline de ce genre-là à AI. Qui te fait te réconcilier avec toute la marde que tu acceptes de manger pendant l'année, de storyline dont on se calisse, de promo de 20 minutes quand Raw commençait dans le temps. Tu sais, c'était pour se rendre à Mania. On payait nos 12 toute l'année pour voir des moments de même, mais là, il n'y en a plus. C'est ça l'affaire. Ben, maintenant, la plus grosse storyline de Raw d'asseoir là, est pour le Raw de lundi prochain ou la fin du show. Bon. Fait que voilà, puis là, ben écoute, on s'approche, on est dans le Big 3, là. Alors maintenant, ça va être number 3. Mon numéro 3, j'étais allé avec WrestleMania 20. Mais c'est surtout parce que c'était un retour, hein, comme tu l'as dit tantôt, au Madison Square Garden pour la WWE. Mais ce qui est drôle, là,
c'est que la WWE a de longtemps dit que c'était une gate record pour un show au Madison Square Garden, mais ce qu'ils ont volontairement pas dit, c'est que c'était la première fois que les billets étaient aussi chers. Ils ont fait 2,4 millions en droit d'entrée. C'est de l'argent, c'est un moyen temps. Ben écoute, là. le buy rate. Le buy rate, c'est parce qu'à l'époque, la I n'existait pas. Le buy rate de cet event-là, parce qu'il y avait 20 000 personnes dans l'assistance, Ouais. il y a 1 20 000 personnes qui ont acheté Mania cette année-là. C'est ça. As-tu pensé à Puis, ça? ben oui, puis écoute, un combat qui a fait classer ce WrestleMania-là, Triple H, Shawn Michaels, Chris Benoit, il a fait un moyen match. Puis le WrestleMania Moment, Steve Austin, qui est l'arbitre du combat entre Goldberg puis Brock, je crois pas avoir revu les trois dans le ring en même temps. Puis tu les reverras pas non plus. Puis écoute, c'est assurément le semi-main event le plus poche de l'histoire de Mania. Ah, c'est clair. Avant que les deux se touchent, ça doit prendre 15 minutes. Ben oui, mais c'est qu'ils sont pas fous, hein. Si tu voulais faire 17-18 minutes, fallait pas que Goldberg lutte pendant 15. Puis, tu sais, c'est un bon pic parce que, tu sais, si on se rappelle de l'histoire, tu sais, c'est un moment quand même magique. Là. À l'époque, on savait évidemment pas ce que le futur était pour être, mais tu sais, Chris Benoit, Eddie Guerrero dans le ring, les confettis, ils sont champions mondiaux tous les deux. C'est deux gars qui sont pas gros. Tu sais, je veux dire, puis écoute, là, c'est deux workers absolument extraordinaires. On reviendra pas à ces événements. Chris Benoit, tout a été dit. Eddie Guerrero, ben regarde, c'est dommage. Mort tragique. Une autre histoire de rédemption d'un gars qui était retourné ses indies, puis que Vince avait rappelé, puis il l'avait fait revenir. Puis écoute, il gagne la ceinture à Mania, tout ça. C'est un excellent choix. WrestleMania 20, c'est un excellent choix. Moi, là, mon choix pour le numéro 3, c'est totalement gratuit. C'est totalement... Il y a absolument rien, une seule et unique raison. C'est WrestleMania 33. Le plus gros feeling que j'ai eu de toute ma vie à Mania, le retour des Hardy Boys. Le pop, la toune, le monde fucking capotait de les voir arriver. Moi, j'étais vaché. J'étais en train de regarder Mania. Je me lève. J'étais couché dans mon lit, là. Je me lève, mon vieux, puis je regarde dans les airs. J'avais 8 ans. Puis le pire, là, c'est que je les aime, les Hardy Boys, mais pas tant que ça, là. Je les aime bien, là, mais c'est pas mes idoles, là. Mais quel pop! Quel Mania, écoute, tu sais, si tu te rappelles, c'était le Mania qui était hosté, me semble, par New Day. Puis, tu sais, je ne sais pas, c'était, il me semble qu'il y avait un genre c'était-tu pas triple threat, ou je me souviens plus c'était quoi les circonstances. Ouais, c'est un triple threat. Ouais, mais il était pas supposé d'être... Ben, c'est sûr là, qu'il était pas supposé d'être là. Puis là, quand tu regardes WWE 24, tu vois le documentaire qui parle de leur retour, ben, tu sais, il était caché, il y avait des hoods, il était dans une roulotte, il n'était pas identifié. Ils ont fourré tout le monde. Ouais, les seuls gars qui le savaient, c'était les 6 gars qui étaient dans le ring. Absolument. Et ça, pour moi, c'est un de mes moments. Je te dirais, c'est dans mon top 5 de moments préférés de Mania ever. Et c'était mon numéro 3. Et maintenant, on s'approche, hein? Écoute, là, The Last Two. Number 2. Mon numéro 2, WrestleMania 36. Impossible d'oublier ce qui a été pour moi un WrestleMania marquant comme ça. Pour la première fois de son histoire, là, WrestleMania. Puis WrestleMania, là, c'est l'équivalent. Moi, je compare souvent ça pour les fans de lutte du Super Bowl pour les partisans de football. Ben oui, c'est clair, c'est ça. Puis féminisité, ça a été le premier WrestleMania sur 2 jours. Oui, absolument. Absolument. Pour la première fois, là, de mémoire, on a eu 2 matchs cinématographiques parce que oui, tu as parlé de AJ Styles et de l'Undertaker, mais il y a aussi John Cena contre defeat Bray Wyatt. Ouais, mais moi, tu vois, j'ai pas aimé ça. Ben, il était moins bon que l'Undertaker. Puis tu sais, j'ai vraiment pas détesté ni un ni l'autre. J'ai aimé mieux là, Taker contre Styles, mais puis même que moi je pensais qu'il aurait été bien plus loin que ça dans les effets spéciaux puis tout, parce qu'il est rendu là, c'était incroyable. Puis moment poche,
quand McIntyre gagnait la ceinture. Je trouvais ça tellement de valeur pour le gars qui gagne ça et qu'il n'y ait pas un show. Là. Ouais, toi, tu le dis un peu comme à l'inverse de moi. T'sais. Moi, j'essaye de me concentrer plus sur l'histoire, mais c'était aussi un peu parce que c'était la première fois qu'on avait un Mania sur 2 jours. Là. C'est sûr que tu n'as pas le choix d'en mettre un des deux là-dedans, tant qu'à moi, là, si tu parles des moments importants. Ça m'amène à mon number 2, à moi. Moi, mon numéro 2, c'est WrestleMania 25. C'est très simple. Pour moi, les 2 meilleurs matchs de WrestleMania de l'histoire, c'est Taker, Shawn Michaels, puis c'était le premier. Si vous n'avez pas vu WrestleMania 25, le combat Undertaker contre Shawn Michaels, vous manquez le Citizen Kane de la lutte. Tu sais, quand tu regardais là, les ratings de films là, dans le TV Hebdo, là, puis tu sais, il n'y en avait pas bien des films qui avaient la cote 1. Hein? Ben, tu sais, Citizen Kane d'Orson Welles, qui est mon film préféré de tous les temps, tu sais, ça a toujours la cote 1, right? Ben, WrestleMania 25, Taker, Shawn Michaels, ça a la cote 1 dans le TV Hebdo de la lutte, pour toujours. C'est absolument hallucinant quand l'athlétisme rencontre le storytelling fait par 2 maîtres de cet art-là. Je peux même pas vous expliquer le feeling que vous allez avoir. Ça se vit. C'est un match absolument extraordinaire. Voilà, fait que moi, c'était mon numéro 2. Et maintenant, nous arrivons au moment fatidique, c'est-à-dire number 1. Mon numéro 1, Martin, je t'avise tout de suite, j'en ai pour 2-3 minutes. Ah, vas-y, on est là. Là, parce que c'est le meilleur WrestleMania de tous les temps. Quand je te dis meilleur, c'est le meilleur. Non, tu vas être d'accord avec moi. C'est le top of the world des WrestleMania, puis c'est WrestleMania 33, qui s'est déroulé au World Camping Stadium le 2 avril 2017. Puis pourquoi je dis que c'était le meilleur WrestleMania? C'est parce que j'étais là. Ah, ben là, c'est fini. Hey, je suis arrivé en Floride le jeudi. Dans le fond, je suis parti de chez nous de Valleyfield le mercredi matin. J'ai dormi dans une halte routière en char en Caroline du Nord pendant 5 heures de temps pour arriver en Floride le jeudi sur l'heure du dîner. J'ai monté en Floride en 27 heures. J'ai tripé, là, Martin, comme tu peux même pas avoir idée. J'ai vu de la lutte les jeudis, vendredis, samedis, le dimanche dans l'après-midi quand j'étais allé voir un show de lutte. C'était Drew McIntyre contre Ricochet qui se tapait dessus. Puis le soir, ben, il annonçait que Drew McIntyre y revenait. Ah ouais. Orlando au complet vibrait au rythme de WrestleMania. Hulk Hogan ont ouvert le Hogan Beach Shop la fin de semaine de WrestleMania. Oui, je suis allé au All Access, je suis allé au Hogan Beach Shop. Puis ce qui était incroyable, Martin, là, je me promenais sur International Drive, puis tout le monde que je voyais, tout le monde qui était là avait un chandail de lutte. Pendant 4 jours, sur un rayon de 1 kilomètre, là, je croisais du monde qui avait des chandails de lutte. Puis WrestleMania Weekend, c'est en train presque de devenir aussi gros que Mania lui-même. Ben oui. Toutes les fêtes sont là. Arrive la journée fatidique du WrestleMania, là, juste en bordure du stade. Nous autres, on est arrivés là à 2 heures l'après-midi. Le stade est ouvert à 4h30. L'ambiance est débile. Là. Pour un fan de lutte, là, c'est dur à décrire. Je t'en parle, si tu me verrais, j'ai frissons encore. Là. J'ai jasé avec des gens de la France qui étaient là. J'ai vu du monde de l'Asie qui nous racontait qu'eux autres, ils prenaient leurs vacances annuelles pour aller à WrestleMania. Du monde qui était déguisé, du monde qui était sur le party. C'était un vrai tailgate, là. Puis, oui, j'ai vu le retour des Hardy Boys. Le pop était débile. Cette journée-là, le WrestleMania Moment, par exemple, n'était pas le pop des Hardy Boys. Ça a été la demande en mariage de John Cena dans le ring. C'était cute, tout le monde était content, ils ont eu des beaux applaudissements, c'était parfait. Puis elle l'a calissé là. Puis après, le show a fini avec Roman Reigns puis l'Undertaker. À minuit 40, le 3 avril, je rembarquais dans mon char. 25 heures, 20 minutes après, je rentrais chez nous à Valleyfield, 2307 km exactement. J'ai arrêté de mettre du gaz, manger au service au volant. Et j'ai même fait pipi dans mon verre de McDonald's pour revenir plus vite.
C'est un excellent choix de meilleur WrestleMania, très bien expliqué. Ben moi, je ferai pas le saut parce que mon WrestleMania préféré, c'est de 20 à 37. C'est WrestleMania 26. Pourquoi? Parce que c'était le deuxième combat, le career match entre Taker et Shawn Michaels. C'est vous dire à quel point, pour moi, ces deux combats-là, ce sont les combats les plus significatifs et que je préfère de toute l'histoire de Mania. Là. Tu sais, je disais 0 à 20, c'est plus facile d'identifier des Mania parce que, tu sais, il y avait des grosses thématiques, il y avait des affaires de main. Je me suis jamais senti interpellé émotivement par les John Cena contre The Rock back-à-back. Pas en tout. J'ai vraiment, moi, c'est... mais par contre, ce que je vais te concéder, c'est que les WrestleMania de 20 à 37 sont beaucoup plus esthétiques, par exemple. C'est sûr, la technologie elle a avancé, tout ça, mais c'est hallucinant ce qu'ils font à cette heure avec Mania. Puis je parle pas juste là, des feux d'artifice, puis tout ça. Non, tout le concept visuel de WrestleMania contribue à faire en sorte qu'on trippe autant sur WrestleMania, même si je trouve les gars-là moins bons depuis. Fait que c'est pas... Puis le pire, là, c'est que ça ira pas en... Ça va s'améliorant. Non, c'est ça. Ça va continuer ça va continuer de s'améliorer, c'est clair. Mais écoute, j'ai hâte de voir WrestleMania 38 parce que ça va être le premier Mania pas pandémique. Puis écoute, là, Vince, il va mettre le fucking paquet. Là. Ah ben écoute, on a déjà une rumeur Roman Reigns contre The Rock. On est assuré, justement, c'est ça, que Vince mette le paquet pour le prochain WrestleMania. Mais tu sais, moi, là, WrestleMania, je vais comparer ça encore au Super Bowl. Les gens seraient surpris de voir que sur la cote d'écoute du Super Bowl, le 3/4 des gens n'écoutent jamais le football. Hein? Ils écoutent ça parce que c'est le Super Bowl, parce que c'est gros, qu'ils veulent en parler le lendemain et tout ça. Ah ouais, puis là, ils veulent manger des ailes de poulet. Puis... Ben oui, puis il y a du monde que c'est la même affaire pour le WrestleMania. Hein? Il y a des gens qui écoutent la lutte une fois par année, puis c'est à WrestleMania. Ouais, puis en même temps, je veux dire, c'est bien correct. C'est bien correct. Oui. Fait que là, Steve, vu que c'est toi le premier, puis j'espère que je te prends pas au dépourvu, moi j'ai déjà ma réponse. Tu as droit à une mention honorable. Alors, attends une minute. Honorable mention. Ma mention honorable, c'est WrestleMania. Attends, hey, c'est lequel? C'est quel le dernier que tu as nommé, Martin? 26. C'est ça, c'est le 26, tout simplement parce que moi, j'ai vu une shoot interview à un moment donné de Mark Calloway qui expliquait ses combats avec Shawn Michaels, puis qui dit à Shawn, après le combat, il dit dans la vie, là, il dit t'es vraiment un mangeur de marde, mais il dit t'es le meilleur avec qui j'ai lutté. Ah ben là, écoute, et ça, là, by the way, c'est de l'avis de beaucoup de gens, surtout qui l'ont connu, mettons, avant son Born Again, puis après, ils disent toute la même affaire. C'est un envie de chier, le gars, là. Mais, ouais. Mais c'est absolument un worker tout à fait extraordinaire. Puis ça, ben écoute, il n'y aura pas personne qui va pouvoir dire le contraire. Moi, ma mention honorable, ben écoute, elle a 3 raisons. Elle aurait pu être dans le top 5, mais il y a une affaire qui s'est passée que je trouvais un peu plate. Moi, c'est WrestleMania 31. Il y a 3 raisons. La première, c'est le tank de Rusev. Ce qui était, écoute, c'était spectaculaire. C'était pour la belt United States. La US belt. Contre John Cena, c'est ça. La deuxième, ben, ça a été parce que on a eu droit à Sting contre Triple H. Et j'ai trouvé ça cool, tu sais, de revoir NWO puis tout. Sauf que moi, je trouve que Triple H est le worker le plus overbooké de l'histoire de l'humanité. Et moi, ça me manquerait ce que Sting n'ait pas gagné. Parce qu'on le savait tous qu'il y aurait juste un Mania pour Sting. Puis, tu sais, il aurait pu le mettre over. Ça enlevait absolument à rien à Triple H. C'était encore la crise de gimmick de NWO contre DX. Là. Puis moi, entre DX et NWO, mon choix est fucking facile. C'est NWO for life. Fait que ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est très, très simple.
c'est le spot le plus impressionnant que j'ai jamais vu de toute ma vie. Puis c'est le RKO de Randy Orton sur Seth Rollins. Le synchronisme était fucking parfait. C'était impressionnant as fuck. C'était pas cringe, c'était pas un botch. C'était parfait. Tu sais, t'es à Mania, tu peux essayer de le faire 50 fois. Faut que ça soit parfait une fois. C'est le soir de Mania. C'est là que ça a été parfait. C'est un moment magique. C'est un moment qui cristallise ce WrestleMania-là. Mais je te dirais même, dans les WrestleMania Moments, là, puis je te parle pas les WrestleMania Moments là, comme Mick Foley contre Edge, puis la table qui brûle, puis c'est mon moment. Non. Je te parle juste là, un flash de Kodak que tu te rappelles toute ta vie de Mania. Ça, c'en est un, ce spot-là. Écoute, c'est l'équivalent de Edge qui fait le spear de l'échelle. C'est l'équivalent d'un paquet de spots de même là, qu'on a vu à Mania. C'est l'équivalent de Shawn Michaels qui fait le backflip sur la table du Spanish announcer du troisième câble. Mais on ne l'avait jamais vu, ce move-là, fait de cette façon-là. Alors, pour moi, c'est... Mais tu te souviens-tu, Martin, ce WrestleMania-là avait commencé par un match d'échelle? Ben oui, ça n'avait été un autre match de fou, ça, là. Oui, puis le gagnant avait été... Hey, je me souviens jamais de son nom, là. Écoute, et lui, il était là, puis on se disait tout, on il gagnera jamais, ce gars-là. Pestique, c'est lui qui a gagné. C'est un éternel jobber de la WWE, là. Hey, comment il s'appelle? Je me souviens pas. Il est parti. Ils l'ont releasé, puis il est rendu qu'il fait des deathmatchs. Ben là, écoute... Il a une shape incroyable en plus. Hey, y a-tu quelqu'un qui... Ben là, je sais pas, demande aux gens sur Twitch. Oui, c'est ça. Je le vois pas, là, parce que là, même, j'ai le line-up de Mania devant moi. Là. Il y a eu un ladder match qui était pour la ceinture intercontinentale. Intercontinentale? Ah oui, c'est... Comment il s'appelle? Zack Ryder. C'est Zack Ryder, c'est ça? Oui, absolument. Mais moi, j'étais dans le salon, puis j'étais content. Non, c'est pas ce Mania-là. C'est pas ce Mania-là? Non, parce que il y a eu un combat à échelle qui était Daniel Bryan contre Bad News Barrett, contre Dean Ambrose, Dolph Ziggler, Luke Harper, R-Truth, puis Stardust. Ah, j'étais sûr pourtant. Mais je le sais exactement de quel combat tu parles. Puis ça avait été, c'est ça, il me semble que c'était pour la ceinture. C'était pas un Money in the Bank, là. C'était la ceinture, non. la IC Belt. Là. La IC Belt, il y avait Kevin Mania, je pourrais pas te le là-dedans. dire. Ben attends, regarde, on va régler ça, parce que ça, c'est le genre d'affaire qu'on veut absolument régler. IC Belt, Mania, mettons, c'est à quel? C'est à... Bouge pas, ça s'en vient. Bon, évidemment qu'il faut que je clique dessus. C'est à 32, c'est l'année d'après. 32, OK. Ah ouais, fait que, ouais, WrestleMania 32 qui était, c'est le gros Mania, là, 101 000 personnes là, à Arlington. Ouais. Là. Puis, effectivement, écoute, OK, mais là, toi, tu dis jobber. Ouais, c'est un jobber, là, mais d'ailleurs, il y avait eu une histoire spéciale, lui, parce que, tu sais, il s'était fait taper ses doigts parce qu'il avait sa chaîne YouTube qui était super populaire. Oui. Puis, il s'était fait demander d'arrêter ça, puis il était en maudit. Mais oui, non, t'as raison. Puis, tu vois, Zack Ryder, il avait battu, tiens, pour tout te le dire, IC Belt, il avait battu Kevin Owens, Dolph Ziggler, The Miz, Sami Zayn, Sin Cara, puis Stardust. Puis Mania 32, ça doit être un des derniers aussi de Cody, là, selon moi. Ouais, on n'est pas loin de ça. S'il a fait 33, ça doit être son dernier, mais en tout cas, non, il s'agissait tous d'excellents choix, mon cher Steve. Puis, tu sais, il y a une affaire qui est sûre. Il y a des moments le fun dans chaque Mania à partir de 20 jusqu'à 37. On ne fera pas croire qu'il y a un Mania qui n'a aucune d'importance. Là. Non, il n'y a pas de problème. Puis d'ailleurs, toi, tu as parlé de Mania 20, puis ça a été, on n'en a pas parlé, mais je te dis ça de mémoire, mais Mania 20, ça n'a pas été l'éclosion non plus de John Cena contre Big Show. Il a gagné la US Belt. Cena a ouvert le Mania contre Big Show. Oui, puis c'était dans le temps de Thuganomics. Là. Il n'y avait pas encore sa gamique de hustle, loyalty, respect, puis... on peut presque parler du début ou en tout cas d'un moment significatif là, du Ruthless Aggression. Là, puis, c'est un peu après qu'il est arrivé, c'est ma rappé puis tout le kit. C'était à peu près dans cette période-là. Hey, fait que nous autres, les amis, ce qu'on va faire, ben là, cette semaine, on a été un peu pris de court. Alors, on présentera pas nécessairement les tunes dans... Je vais faire une petite coupure au montage ici. Dans le podcast, mais on ne présentera pas les tunes ce soir dans la séance Twitch. Mais en fait, pour les deux tunes,
Mike Bailey va nous avoir donné la première, parce que pour moi, c'est un des meilleurs thèmes qu'il y a eu à la WWF à l'époque, et c'est The Brood, qui était une excellente tune, très entraînante. On se rappellera Edge, Christian, Gangrel qui arrivait du plancher avec le cercle en feu, puis la tune qui était très accrocheuse. Et regarde, à cause du meilleur spot, là, parce qu'il faut qu'on fasse vite, à cause du meilleur spot, un des meilleurs spots de Mania ever, écoute, on va mettre Seth Rollins, Burn It Down. Puis nous autres, on vous revient tout de suite après pour la conclusion du Cœur et Rond, saison 5, épisode 18. La magie des internets, mes amis. Oui, Michaels contre Kurt Angle aussi, c'était excellent. C'est Ghislain qui nous dit ça. Hey, on fait ça, Marc? Quoi? Top 5 la semaine prochaine. Des meilleurs matchs de WrestleMania. Ah, j'ai pas de problème. Ben, OK, mais là, on s'amuse. On va faire un gros show la semaine prochaine. JC devrait être de retour. D'ailleurs, on ne l'a pas mentionné, mais je vais le dire dans le close. On se fait le top 10 des matchs de Mania. Top 10. Okay. Top 10. Parfait. C'est réglé. OK, fait qu'on revient pour le close. Fait que je vais mettre un petit bumper puis on fait ça comme ça. So this goes to all my freaks out there. Big Papa Pump is your hookup. Holler if you hear me. Et oui, c'est déjà la fin de ce 18e épisode de la saison 5 du Cœur et Rond. Pour ceux qui se poseraient la question, notre chum JC, on n'est pas en chicane avec, mais pas en tout. Il y avait des activités dans la ville reine cette semaine, alors on le salue et on a bien hâte de le retrouver. Tel qu'on en discutait, d'ailleurs, on vous invite toujours à être avec nous sur Twitch, parce que il n'y a pas de kayfabe sur Twitch, là. Tout le monde entend tout ce qu'on se dit pendant les pauses. Mais non, c'est ça. La semaine prochaine, ça va être toute une aventure, cet épisode-là, parce que là, en jasant hors micro, top 10 des matchs de Mania ever. Top 10, là. Ça veut dire que vous allez avoir, on va jaser de 30 matchs. C'est sûr qu'on en a qui vont s'entrecouper. JC va être là aussi. Ça devrait être... JC va être mélangé parce que Cesaro n'a pas 10 matchs là-bas. Il me semble de voir JC arriver et dire « Moi, c'est tous les matchs de Cesaro. » Fait que faites-les votre top 10. Moi, je décolle. Non, je fais des farces, mais ça va être super intéressant. Puis, évidemment, en conclusion de ce show-là, bien sûr, on va encore une fois dire un gigantesque merci à Mike Bailey, le remercier d'être passé nous voir, lui souhaiter la meilleure des chances. Comme il nous expliquait, il y a encore quand même, tu sais, je veux dire, sa vie ne s'arrête pas parce que signé avec Impact, il y a encore des engagements un peu partout au Canada. On connaît un peu son histoire, on ne viendra pas là-dessus. Moi, ce que je retiens, Martin, là, de ça, tu sais, moi, en fin de semaine prochaine, il faut que je fasse mon gazon puis que je ferme ma piscine. Puis là, lui, il nous dit, en fin de semaine prochaine, je vais être en Angleterre. Mais là, parlant de ça, là, toi, là, c'est quand que ton prochain gala, c'est quand, là? Écoute, c'est dans 2 semaines, je pense, à IWS, au MTLU, justement, c'est le même show que Mike Bailey. Bon, moi, je veux être là. Écoute, laisse-moi vérifier, voir, il reste-tu des billets? Alors, mais je veux pas de nanane, je vais les acheter, mes billets, il n'y a pas de problème. Oui, je le sais, mais c'est que je sais même pas s'il y en a encore de disponibles. Parce que la IWS a une grosse crowd qui a suivi d'événement en événement. Puis présentement, à cause des mesures sanitaires, tu sais, là, on va aller voir des spectacles. Steve, moi, je suis propriétaire d'un média, là. T'as dit ça de même, là? Hein? Ah, oui. Ouais, tu sais, hein? Tu sais, c'est ça, il doit y avoir des press pass, là, d'après. J'ai un feeling, là, qu'il doit y avoir des press pass. En tout cas, on parlera de ça un autre tantôt, mais c'est sûr que, écoute, moi, puis en plus, l'MTLUS, si c'est pas ma salle préférée à Montréal, c'est pas loin, là, moi, j'adore ça. Ouais, c'est une belle salle, mais tu vois, là, présentement, l'agenda commence à se remplir, là. J'ai 18 dates de rentrée, de bouquets. Il va en avoir d'autres prochainement. Là. La lutte recommence. Est-ce que c'est facile présentement? Non, parce que je t'explique, la lutte n'est pas nécessairement un art de la scène. Tu sais, supposons on pourrait aller voir un humoriste, puis maintenant les salles peuvent être à pleine capacité, mais pas la lutte.
Mais le pire, là, c'est que vous payez un peu le prix. Je pense à Renaud Lefort avec ses 4 chevaliers. Là. Ben là, pas l'hiver, là, mais tu sais, c'est pas du sport. C'est pas de l'art. Fait que, tu sais, quand il y avait de l'aide qui était fournie pendant la pandémie, ben eux autres, ils étaient en deux chaises. Ils étaient en deux chaises. Oui, ben c'est en plein ça, la lutte, tu sais, pour avoir jasé avec Stevie Boutette, la NSPW à Québec, eux autres, ils ont trouvé ça vraiment rough parce que l'école de lutte n'était pas considérée comme un établissement d'enseignement ou quoi que ce soit, là. Bon, ben écoute, en tout cas, tiens-nous au courant. Puis, tu sais, une affaire qu'on devrait s'assurer de faire aussi, c'est de quand tu sais, les dates que tu as, ben, on peut peut-être en parler aussi sur le Coréron comme ça. Ben, tu sais, là, c'est sûr, c'est short notice un peu, mais tu sais, est-ce que tu sais qu'il y a des billets en vente ou qu'il en reste de disponibles? Ben, ne te gêne pas pour nous le laisser savoir, mon cher. Ben, sans problème, ça va me faire plaisir. De toute façon, on va bien falloir un jour que tu viennes faire un tour dans un ring de lutte avec moi. Moi, commence par m'avoir un billet, puis tu pourrais faire un estitio, mon gars. Ça fait 2 ans que je m'entraîne. Non, c'est une joke. Tu vas voir OMTLUS en 2 semaines. Mais non, merci. On va dire, là, c'est l'heure des merci. On va dire merci, évidemment, à tous ceux qui sont avec nous sur Twitch présentement. D'ailleurs, on vous invite, c'est un rendez-vous à tous les lundis à 20h sur twitch.tv/le_rond. Merci à ceux qui sont là. J'ai reçu aussi, là, pour ceux qui nous écoutent en balado, on s'est fait poser la question. Je me sens tellement mal que je vais l'expliquer très sommairement. Oui, on a reçu PCO. Non, on n'a pas pu faire de podcast avec parce que j'ai eu un problème technique combiné à mon imbécilité. Et ce que ça a donné, ça a fait que ça a été un moment magique et qu'il fallait être là. C'est pas stagé, je vous le garantis. Vous le connaissez assez pour savoir que j'aurais pas voulu ne pas en faire un podcast, au contraire, mais c'est vraiment une erreur de manipulation et également une erreur de technique qui a fait en sorte que j'ai pas pu extraire l'audio du show. Par contre, écoute, on a tellement eu de fun avec Pierre-Carl que je suis convaincu qu'il va revenir. Moi, je suis resté en contact avec lui. Fait que, puis Steve, il le connaît, ça fait longtemps. Fait que, tu sais, ça, c'est une des affaires, une des missions qu'on se donne aussi particulièrement, évidemment, avec les workers québécois, tu sais, grâce à Steve aussi, puis à GC éventuellement, tu sais, qu'on veut leur donner une tribune aussi. Là. C'est bien le fun, la I, c'est bien le fun, la AEW, mais tu sais, il y a des workers incroyables au Québec aussi, puis c'est le fun de les entendre. Puis, tu sais, j'imagine aussi, puis là, je dis ça, je veux pas te mettre sur le spot pantoute, Steve, mais j'imagine aussi que tu vas être en mesure de nous mettre en contact avec des workers féminines. Ben oui, ça serait le fun, ça. Oui, absolument. Je pense à des Lufisto, je pense à, Dieu sait qu'il y en a plusieurs là, qu'on pourrait inviter, qui sont sur la scène indie aussi, qui pourrait être bien le fun. Là. Puis, la perspective d'une fille aussi, worker dans le monde de la lutte indie ou indépendante québécoise, super intéressant. Puis, il se promène pareil, là, Lufisto, elle lutte partout, elle, là, vraiment, elle a fait le tour en masse. Bon, là, ce qu'on va faire, Martin, là, moi, je m'engage à la fin du podcast. Ça va me prendre 1 seconde et quart. Je vais texter Lufisto. Puis, ça... Mais là, pas la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, parce qu'on a un gros show. Là. On va avoir une chronique à GC. On va avoir nos 10 meilleurs matchs. Moi, j'ai envie de parler de Vince Russo un peu. Fait que, regarde, tu vas pouvoir prendre offre de chronique la semaine prochaine. Prépare juste tes 10 meilleurs matchs de Mania. Là, puis, donc, j'ai à peu près juste 600 combats à l'écouter. Je vais prendre offre. Ouais, non, c'est ça. Ghislain nous posait la question. C'est vrai parce que, oui, la conjointe de Mike Bailey, en fait, c'est une Américaine, mais elle est valet. Je le sais que je pourrais pas te dire si elle a été worker, mais je le sais qu'elle est manager à ce temps. Oui, la conjointe de Mike Bailey, si vous voulez la voir, justement, la semaine prochaine au gala de la IWS au MTLUS. La conjointe de Mike est la championne féminine de la IWS. Ah bon, OK, bon, parfait. Fait que, mais aux States, elle va être la valet. Ouais, elle va être la valet de. En tout cas, dans beaucoup de galas au Canada, c'est son valet ou sa manager. Mais bon, tu vois, fait que tu as ta réponse, Ghislain, oui, c'est une... Même que la semaine passée, sur le show où j'étais à la Chine, la conjointe à Mike, elle affrontait Jessica Black dans un match qui a pas laissé nécessairement personne sur son appétit. Là. Les filles ont sorti un maudit bon match. Bon, parfait. Fait que, parlant des filles qui ont sorti un du bon match, moi, je pense qu'on a sorti un maudit bon show, puis on va sacrer notre maudit camp. Alors, je vous rappelle, bien sûr, que si vous voulez
rehausser votre expérience dans le Carré-Rond-verse, vous vous rendez sur patreon.com/le Carré-Rond. On a commencé d'ailleurs la semaine dernière. J'ai présenté le premier watch-along. C'est un match, évidemment. C'était une suggestion d'ailleurs de Steve. C'était Ric Flair contre Ricky Morton. Super bon match, match TV. Écoute, les deux gars dans toute leur splendeur, deux des meilleurs sellers de l'histoire de la lutte en plus. Ça a été bien le fun. Puis, ce que ça vous donne également, bon, en plus de tout le contenu passé, il y a des watch-alongs, il y a toutes sortes d'affaires. On regarde les Big Four ensemble. Donc, le prochain va être Survivor Series, évidemment. On regarde ça en Zoom. Je vous rappelle toutefois qu'on ne le stream pas parce qu'on ne veut pas non plus se faire que la GRC débarque suite à un appel de Vince McMahon. Alors, pour les watch-alongs, c'est très simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ça sur Zoom, mais chacun chez nous, en fait, on va le dire demain. Fait que, évidemment, ça sous-entend bien sûr que vous êtes abonné. Pour ce qui est de Survivor Series, on parle du 21 novembre, donc ça va venir relativement vite. En fait, c'est dans 3 fins de semaine. Fait que vous vous rendez sur patreon.com/le Carré-Rond. Sinon, bien évidemment, on est trouvable si vous n'avez pu être des nôtres ou que vous ne pouvez pas être des prochains. On est disponible en rediffusion sur toute bonne plateforme de balado. Ça dure Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher Android. J'ai été et je suis pas mal tout le temps dans la sauce. J'ai été un petit peu en retard la semaine dernière pour présenter le dernier show. Puis l'autre affaire qui est intéressante aussi, c'est que, j'ai oublié de le mentionner, c'est que si vous ne pouvez être des nôtres sur Twitch parce que les épisodes n'y demeurent pas, ben on en fait la captation nous autres. Puis si vous voulez le voir, le show, ben vous pouvez le voir si vous devenez membre Patreon parce qu'on les rediffuse sur la plateforme. Alors voilà. Sinon, ben encore une fois, un énorme merci à Speedball Mike Bailey. Merci à mon chum Steve et que je vais tenter d'aller voir au MTLUS dans 2 semaines si le sort est de notre côté. Sinon, ben moi je vous laisse sur le meilleur mashup de musique de lutte d'un show de lutte old school qui est diffusé sur Twitch à 20h tous les lundis. C'est une composition de mon grand chum Super Dave Bérubé. Nous autres, on se retrouve la semaine prochaine.